fois que c'est lancé, je me mets derrière. Tu tombes pas, sinon tu vas avoir mal. Bah, parce que... Ça c'est au cas où on a mal. Si elle est pas non, je touche pas, toucher ça. Si je vois des photos... Un baignade. Je sais pas. Mais je vais regarder si on sait utiliser ce pied-là. C'est pas le pied qui... Oui, je sais. Mais si vous voulez voir, je sais, c'est mon frère qui fait que... Mais tu dois pas lancer... Ça fait ça aussi, c'est pour là qui sont prises. C'est gratuit. Et après, tu transfères mais en direct. Oui. Et alors, tu peux me mettre le logo et tout. Là, c'est ce que j'utilise. C'est gratuit. Et tu mets soit par Facebook, ou soit si tu veux restream, et tu peux streamer sur plusieurs plateformes différentes. Et voilà, il va te demander ton Facebook, tu passes par Facebook, voilà, tu mets ton mot de passe, et puis il la recoule une fois, c'est bon, voilà. Et puis alors tu peux aller télécharger une image et la mettre tout. Moi j'ai mis le ticket rose sur la droite. Voilà. La commission comme ça fait voilà. On considère que ça vient par les GPS. Mais la presse, ils ne pouvaient pas commencer. Mais pourquoi elle a dit aux gens de se devrait peut-être c'est magique qu'il y a des gens qui écoutent. Si c'est juste la jeune c'est génial, ils ont tiré au bon moment. On le serait représenté, je vois. Vas-y, dis quelque chose, Fred. Je dis Fred, ça va? Ouais, c'est bon pour toi? Voilà. Parce que cet écran n'est pas allumé. Ah mince, la télé magique.
Voilà, on a les décorations. Plus personne n'a de problème de micro? Non. Vous nous entendez suffisamment bien dans le fond? Oui. Julien, tu es un bon témoin. Alors, je donc voilà, je vais commencer. Donc, merci d'être venu. Voilà, on va essayer de faire un petit point vraiment très bref sur la procédure. Donc, comme vous le savez, je suis le premier plaignant dans une plainte pénale avec constitution de partie civile qui a été déposée dans les mains du juge Frédéric Freinet le 5 avril 2023, donc il y a à peu près plus d'un an. Et donc cette plainte a évolué de manière un peu surprenante. Au départ, j'étais le seul plaignant, et puis au fur et à mesure, plusieurs personnes se sont ajoutées comme co-plaignants, comme victimes. Et donc nous sommes passés de simples citoyens à citoyens plus États membres, plus députés européens, plus partis politiques. Et je me suis réveillé un jour avec à peu près 500 plaignants qui avaient rejoint ce dossier. Donc pour un groupe assez important des navigants, ça veut dire des pilotes de ligne et des hôtesses qui ont des craintes aujourd'hui assez importantes en matière de sécurité aérienne et qui se sont joints à la cause. Et donc c'est un dossier qui est considéré vraiment comme étant inédit, historique, vu le nombre de victimes, vu la diversité qu'ils ont. Il y en a de tous les pays, ça peut être Italie, on en a qui viennent de Hollande, donc il y a vraiment une pluralité de nationalités. Il y a aussi des Français, pour ne pas les oublier, pour ces personnes. Et donc c'est considéré vraiment comme inédit, historique, et le fond de l'affaire est jugé comme étant sérieux aujourd'hui. Et donc nous sommes allés à Liège pour des raisons un peu particulières, qui est d'abord, ça ne nous était pas interdit, donc nous sommes en droit de saisir la juridiction liégeoise. En plus de ça, elle offre, compte tenu de ce qu'on appelle le dépaysement, des garanties d'indépendance supérieures, comme nous le pensons, à la juridiction de Bruxelles. C'est tellement parce que les institutions européennes sont installées à Bruxelles, et que je pense que ça crée des proximités qui peuvent être embêtantes, et aussi parce que un jour, je suis allé dans le même palais de justice que celui dans lequel nous sommes allés hier. C'était pour l'affaire d'un journaliste qui était poursuivi de manière un peu infâme par des politiciens en manœuvre de représailles. Et il y avait une affiche dans ce palais de justice qui était écrite par des professionnels du droit et de la justice qui disait « L'état de droit, j'y crois ». Et c'était le slogan. Et donc si on a choisi ce tribunal, c'est aussi parce qu'on voulait poser la question à la justice, est-ce que l'état de droit, on y croit ou est-ce qu'on arrête d'y croire? Et donc c'est vraiment le fond de la procédure et c'est l'objectif qu'on poursuit aujourd'hui. Et donc cette affaire, elle a fait l'objet de rebondissements un peu particuliers. Donc on a fait la découverte, un peu comme vous, d'une structure qui s'appelle l'EPPO. Donc c'est un projet de l'Union européenne de création d'un parquet européen. Donc ce n'est pas une structure qui est aboutie. À l'heure actuelle, c'est toujours une agence de l'Union européenne, un peu un ovni juridique, qui essaye en fait de remplacer le ministère public belge, ça veut dire le procureur du roi. Et donc là-dedans, on pense qu'il y a un énorme problème de compétences et de légalité dont on vous parlera plus tard. Et donc, on va vous donner une petite anecdote. On a interagi avec cette structure, on a essayé de voir à quoi elle correspondait en vrai. Donc, mon avocate et moi-même, nous sommes rendus chez eux. Et donc, nous avons une anecdote un peu marrante qui est, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Union européenne, et de même que ces agences dont le PPO, doivent contribuer à la création d'un espace de droit, de liberté et de sécurité. Et donc, comme nous sommes rendus chez eux, nous voulions déposer un acte de procédure et nous voulions consulter le dossier qu'ils avaient dans leurs mains, qui était celui de notre affaire. Et donc, pour que nous nous sentions bien en sécurité, le PPO nous a envoyé les gardes de sécurité de l'immeuble pour nous faire évacuer une première fois. Et vu que nous avons insisté à exercer nos droits, à ce moment-là, pour qu'on vraiment on ait un sentiment de liberté et de garantie de droit, ils nous ont envoyé la police. Et donc, quand nous avons été confrontés à la police, de manière assez curieuse, que nous n'avions pas appelé nous-mêmes, la police n'a pas constaté que nous devions évacuer les lieux, que nous étions en infraction. La police a constaté que le PPO avait commis une infraction vis-à-vis de nous. Donc c'est pour vous dire la relation qu'on a avec le PPO pour le moment. Nous avons fait une deuxième tentative à Luxembourg quelques jours plus tard. Pour vous donner un exemple, je suis allé au parquet de Liège, au greffe du juge d'instruction le jour même. Je suis aussi allé à la chambre du conseil le jour même. J'ai été très bien reçu, ça n'a pris que quelques minutes. Je suis allé rejoindre mon avocate qui se trouve à Luxembourg pour aller à l'EPPO Luxembourg. Nous y sommes restés 1h30.
juste pour déposer un acte. Et vous voyez comme elle est menaçante et de grande taille, ils nous ont envoyé 8 agents de sécurité pour nous empêcher de déposer l'acte au dossier. Donc on a une relation un peu problématique avec eux jusqu'à présent. Donc voilà, c'est à peu près dans ce contexte-là qu'on est allé à l'audience, et donc vous pouvez imaginer dans quel niveau de tension on est avec le procureur européen, parce que ce qu'on appelle abusivement, à mon sens, un procureur européen. Et donc pour vous parler de l'audience, donc il y a quand même un nombre assez important d'avocats. Donc les parties en face en ont pris à peu près 10, pour vous dire à quel point ça peut être amusant d'aller à une audience là-bas. C'était une audience devant la chambre du conseil, donc ça ne concerne pas encore le fond de l'affaire, est-ce qu'il y a eu ou pas infraction. Donc ça c'est l'enquête du juge plus tard. Ça concerne toutes les modalités de procédure. Et donc on est arrivé hier à la conclusion, au terme de cette audience, qu'il fallait traiter 3 sujets qu'on va essayer de vous développer avec Maître Prota. C'est la question de l'immunité éventuelle de Madame van der Leyen, dont nous prétendons qu'elle n'existe pas, de la compétence de l'EPPO, parce qu'on considère qu'en fait ils n'ont pas du tout de compétence dans l'affaire et qu'ils se sont ingérés dans une affaire strictement belge. Et après ils ont la question de l'intérêt des victimes éventuellement à agir. Et donc là-dedans, on verra si la corruption et la violation des droits fondamentaux, c'est préjudiciable aux citoyens ou pas. Donc ça serait quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, donc je propose, Maître Prota peut peut-être vous parler de la question de l'immunité de Madame van der Leyen. Je vais le faire avec plaisir. Je ferai juste un petit mot sur ces aventures parce qu'effectivement, je démenace ces personnes. En tant qu'avocat, je tiens à le dire, je suis allé plusieurs fois dans les locaux de l'EPPO, dans d'autres pays européens pour d'autres dossiers. Je suis allé à Turin, je suis allé à Paris, et à chaque fois que j'ai fait des démarches auprès de l'EPPO pour avoir accès à des dossiers, j'ai été reçu très aimablement, on a tamponné mes demandes, je n'ai eu strictement aucune difficulté. C'est pour ça que cette aventure, elle peut prêter à sourire, mais elle n'est pas drôle non plus, parce qu'il y a une véritable atteinte au droit d'accès du citoyen à son dossier, puis au droit à l'assistance de l'avocat. Je suis stupéfaite, et je le reste encore, que le parquet européen, alors que j'avais au téléphone son greffier qui me disait qu'il n'avait pas de dossier, j'ai demandé à ce greffier de descendre et de tamponner en me disant pas de dossier détenu aujourd'hui par le PPO, et à la place n'est pas descendu le greffier, mais la sécurité, plus enfin la police, qui, quand elle est arrivée, a constaté qu'il y avait une infraction contre nous qui consistait en une voie de fait et à empêcher l'exercice des droits de la défense et l'exercice de l'assistance à un avocat, et nous avons saisi, je l'ai fait la semaine dernière, l'ONU. Il y a un rapporteur spécial qui est en charge des questions d'indépendance des magistrats et des avocats. Et ici, on voit très bien qu'il y a une problématique qui se pose d'indépendance de l'EPPO. Et l'ONU a 6 semaines aussi pour répondre. Ça, je tiens à le préciser, parce que le droit à l'avocat, c'est aussi extrêmement important comme le droit d'accès à un dossier. Alors, une fois ces aventures résumées, nous avons effectivement pu faire cette audience avec une question qui se pose, eh bien, qu'est-ce qui est dans le dossier de l'EPPO? Et ça, on y reviendra, mais la première question, comme Frédéric Baldan l'a dit, c'est la question de l'immunité. Je pense qu'il est très important de voir aujourd'hui, et c'est historique, que Mme van der Leyen, alors qu'elle est en fonction, elle a bien été convoquée à une audience en Belgique. La réalité, c'est que les immunités des fonctionnaires ou des agents de l'Union européenne, ce sont des immunités qu'on appelle fonctionnelles. C'est pas comme le président de la République, par exemple en France, qui a une immunité pour sa personne et qui a une immunité contre tout, tant qu'il est d'ailleurs en fonction. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas une femme qui est élue, c'est pas une dame qui est élue par nous tous, elle est élue indirectement par le Parlement, on y reviendra, mais c'est donc bien une fonctionnaire, et à ce titre, les fonctionnaires bénéficient des immunités dans le cadre de leurs actes accomplis officiellement, dans le cadre de leur mission. Or ici, nous avons comme 2 chefs de grief. La première, c'est l'immixtion dans les fonctions publiques, c'est-à-dire qu'elle a agi hors de ses compétences, et la deuxième, c'est qu'elle aurait agi secrètement par texto. Donc on voit très bien que si vous agissez secrètement en dehors du mandat et des pouvoirs que le traité vous confère, alors vous ne pouvez pas, de facto pour ces actes, prétendre bénéficier d'une immunité. Et en plus de ça, on se rend compte que l'EPPO, qui manifestement ne s'est pas déclaré compétent dans le délai légal, n'a manifestement jamais correctement informé les institutions européennes. Et vu que l'EPPO s'est substitué au parquet belge, il a empêché le parquet belge d'informer les institutions européennes. Et donc aujourd'hui, comme on l'a vu grâce à une question parlementaire, la Commission européenne connaît cette affaire exclusivement au travers d'un article du Vif l'Express du journaliste David Leloup, et a admis, donc je pense que c'est Mme Kyriakides, la commissaire à la santé,
pour le compte de la Commission européenne, ils ont dit « Nous ne sommes pas informés officiellement et nous attendons que l'autorité judiciaire belge nous contacte. » Et vu qu'elle a été vaporisée du dossier, on se demande comment elle pourrait les contacter. Et pourquoi c'est aussi important? Comme le fait que le PPO en fait, n'ait jamais publié un communiqué pour dire « Nous reprenons par exemple le cas de Mme von der Leyen », c'est que si les institutions en avaient connaissance, dans le respect des traités, ils auraient dû demander la suspension de Mme von der Leyen. Pourquoi? Parce que sa situation, elle est incompatible avec la définition de la mission d'un commissaire. Et les traités, à cet égard-là, on peut vous donner les références juridiques, donc c'est les 245-247 du TUE. Madame a un code de conduite, elle a violé les droits fondamentaux de la presse, des citoyens et de nous tous. Et donc, à partir de ce moment-là, elle a commis un acte qui est grave et caractérisé incompatible avec sa fonction. Et la procédure veut que, quand on viole le code d'éthique des commissaires européens, il y a des antécédents. Elle pourra vous parler de la commission Jacques Santer. En réalité, on doit suspendre le commissaire européen. Et donc, si le travail avait été fait correctement et qu'on l'avait suspendu, la question de l'immunité ne se poserait même pas aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose qui est devenu tout à fait problématique. Et qui a d'ailleurs, avec la continuité de la décision et ce qui s'est passé à l'audience, qui va créer un problème même pour la candidature. C'est que le Conseil, je peux vous expliquer comment ça fonctionne, nous allons tous aller voter pour des députés européens. Les députés européens vont être mis en place, et le Conseil, c'est-à-dire les États membres qui ont pour président aujourd'hui Charles Michel, vont devoir présenter des candidats pour la présidence de la Commission européenne. Et donc, en réalité, on a un problème avec les conditions qu'il faut rencontrer pour pouvoir être proposé comme candidate. Et donc, Mme von der Leyen, du fait de l'existence de cette procédure qui va durer, à mon avis, au-delà de 2024, qui finira au moins en 2025, en fait, invalide complètement la possibilité de la proposer comme candidate. Juridiquement, c'est exactement le cas. Pour compléter ce qui a été dit sur la question des deux procureurs, si je puis dire, de la disparition du procureur belge, nous sommes ici aussi pour demander, et nous espérons, nous ferons en sorte aussi que le procureur belge puisse être présent à l'audience qui a été fixée de plaidoirie le 6 décembre prochain. Parce qu'effectivement, c'est 2 places pour un seul fauteuil. Il y a un véritable problème ici, c'est que les parquets dans chaque État sont en charge de la représentation de l'intérêt général. Donc on peut considérer ici qu'il y a un intérêt, en tout cas, on peut voir que la Hongrie et la Pologne, eux comme pays, ont considéré qu'il y avait un intérêt général, il y a un intérêt pour eux à agir. Or, le PPO n'a comme fonction que de défendre le budget de l'Union européenne s'il y a une atteinte au budget de l'Union européenne. Dans la mesure où Mme von der Leyen a dit publiquement que c'était simplement les États qui avaient payé, on ne voit pas quelle peut être l'atteinte au budget de l'Union européenne, à moins, je suis désolée de le dire, mais c'est quand même la question, qu'il y a eu des commissions, des fonctionnaires européens qui se soient enrichis dans le cadre de ces contrats. Ça peut être la première D'ailleurs, chose. pour préciser les propos de Mme von der Leyen, elle a quand même dit, donc c'est pour que vous puissiez retrouver, c'est le 29 avril à Maastricht, dans le débat des candidats pour la présidence, elle a dit que les flux financiers ou les flux d'argent étaient ceux des États membres et qu'il n'y avait pas d'argent européen dans la transaction. C'est ce qu'elle a déclaré publiquement, c'est enregistré, on a consigné ses propos, et donc rien que cette déclaration publique invalide complètement ce qu'a fait le PPE en matière de déclaration de compétences. Et on peut vous le dire, la compétence de l'EPPO n'a jamais été démontrée. Ça veut dire que le PPO se déclare compétent à l'appui d'aucun élément. Et on se pose la question, par exemple, le PPO a ouvert une enquête, comme il l'a dit, le 14 octobre 2022, donc ça veut dire avant le dépôt de notre plainte, et durant les 6 mois qui les ont séparés du dépôt de la plainte, pourquoi n'ont-ils pas saisi les contrats? Ça, c'est un problème, parce que nous sommes en train de discuter d'une situation de compétence juridictionnelle par rapport à un contrat qu'on refuse de nous fournir. Et donc ça veut dire que même la juge, la présidente de la Chambre, ne dispose pas du contrat pour savoir éventuellement qui est compétent. Nous, de notre connaissance, c'est exclusivement la juridiction belge. C'est la juridiction qui a été choisie, non pas par nous, mais par la Commission européenne elle-même et par Pfizer, donc ça veut dire par M. Bourla. Et aujourd'hui, il n'est pas question qu'on reconteste la juridiction qu'ils ont eux-mêmes définie dans les contrats. Et la preuve que c'est bien la juridiction qui s'applique, c'est que des parties contractantes comme les États membres ont saisi la justice belge et ils n'ont pas saisi la justice de leur propre pays. Et si je puis ajouter, concernant la Hongrie et la Pologne, et d'ailleurs la Roumanie, ils ont été assignés par les sociétés Pfizer
en Belgique, à Bruxelles, parce qu'il y a bien une clause qui ramène, j'allais dire, toute cette affaire en Belgique. Mais si on revient juste un instant, le PPO prétend donc entrer dans cette affaire, un peu, c'est une espèce d'intervention à la hussarde qui est arrivée de façon impromptue et auquel on ne s'attendait pas, et le PPO vient dire c'est moi qui suis compétent parce qu'il y aurait une atteinte au budget de l'Union européenne que je ne propose même pas de démontrer, et par ailleurs, les victimes, elles, n'ont rien à faire là. La vraie question qui se pose, c'est que on reproche aux victimes de prendre peut-être la place de l'intérêt général. Mais celui qui doit donner son opinion sur cette question, savoir si des poursuites sont d'intérêt général au niveau belge, c'est bien le procureur du roi. Alors c'est un mystère, pourquoi a-t-il disparu? Mais le PPO ne peut pas prétendre représenter un ministère public belge parce il représente un simple intérêt sectoriel qui est le budget de l'Union européenne. Et d'ailleurs, quand on dit la compétence, s'il y a une atteinte au budget de l'Union européenne, mais même s'il le démontrait, il faudrait que l'atteinte au budget de l'Union européenne ne soit pas supérieure aux intérêts de toutes les autres victimes. C'est une condition. S'il y a beaucoup d'autres victimes, eh bien alors à ce moment-là, ce n'est pas l'intérêt particulier du budget de l'Union européenne qui doit prendre le pas, mais c'est l'intérêt plus général, et c'est donc au procureur du roi, à notre sens, de venir donner enfin son avis dans cette affaire. C'est à lui de dire s'il considère que les victimes seraient éventuellement irrecevables et nous expliquer pourquoi, et éventuellement aussi à lui de dire s'il entend poursuivre au nom de la Belgique Madame von der Leyen. D'ailleurs, tous les États auraient intérêt à le faire, mais ici, ce qui est quand même assez surprenant, c'est de voir qu'au final, je ne sais pas si vous avez été informé, mais il y a un communiqué qui a été publié par le PPO, dans lequel, après l'audience, vu leurs difficultés juridiques, ils font une accusation inversée. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent c'est la Belgique qui est non conforme en matière de droit pour pouvoir appliquer le règlement de l'EPPO. Alors, on rappelle déjà qu'il n'y a pas eu d'unanimité des États membres sur le règlement de l'EPPO, que la façon dont il est appliqué, ce règlement, par les procureurs de l'EPPO, ça veut dire Mme Covesi à Luxembourg et Mme van der Putten en Belgique, il est complètement contraire au traité européen. Et donc, on y voit même des problèmes graves de constitutionnalité. Ça veut dire qu'en Belgique, tous les pouvoirs viennent de la nation. Nous sommes un royaume, nous avons un roi. C'est le roi qui nomme les procureurs, les officiers du ministère public. La justice est rendue au nom du roi. Et donc, on a un problème évident avec le PPO, qui est, Madame Covesi, à ma connaissance, elle n'a jamais été nommée par le roi. Elle donne pourtant des instructions à ce qu'on a appelé hier, de manière très étonnante pour nous, le ministère public. Et donc moi, je me pose la question grave de savoir comment Madame Covesi, qui n'est ni nommée ni révocable par mon roi, elle peut donner des instructions pour le compte du ministère public dans une affaire pareille. Ça, pour moi, c'est pas la Belgique qui est non conforme, c'est le PPO qui est un texte contraire au traité et aux constitutions, et donc qui viole tous les principes du droit de l'Union. Et d'ailleurs, pas simplement celui de la Belgique, parce que tous les États membres de l'Union européenne ne sont pas membres de l'EPPO, et là je dis ça en France, il y a effectivement eu des contestations de la constitutionnalité de l'EPPO, parce que ça mange sur des prérogatives d'autres juges, et notamment des juges d'instruction. Donc ça pas que la Belgique, mais c'est sûr que ce retour de flamme d'expliquer que c'est de la faute de la Belgique, si la procédure devient si compliquée, c'est un peu étonnant comme communiqué. Et donc, en plus de cela, il y a une audition devant le Parlement européen de Mme Covesi. Donc, le Parlement a la mission d'évaluer le travail de l'EPPO pour éviter les abus de pouvoir. Moi, je peux vous dire que je considère Mme Covesi s'est parjurée devant le Parlement. Elle a manifestement menti aux parlementaires pendant son audition. Et elle a assez rapidement évacué un problème qui nous concerne dans cette affaire, qui est l'indépendance de l'EPPO. Donc, c'est quelque chose qui a été souligné même pendant l'audience par Mme van der Putten. Donc c'est quelque chose d'intéressant parce que pendant l'audition de la procureuse en chef devant le Parlement, elle a admis une dépendance financière. Il y a d'ailleurs des articles dans la presse à cet effet pour le moment qui est que la Commission ne donnerait pas suffisamment d'argent à l'EPPO pour organiser ses poursuites. Je vous rappelle que tant que Mme von der Leyen n'a pas été suspendue et le PPO y a contribué, ça crée un lien de subordination directe entre ceux qui sont censés organiser les poursuites et ceux qui sont poursuivis. Donc c'est quelque chose d'inadmissible. Après ça, on a la dépendance, comme vous l'avez dit, législative. Parce que tous les États membres n'ont pas adhéré, le transfert de compétences n'a pas eu lieu, ils sont dans un système qu'on appelle la coopération renforcée, et donc il y a un intérêt, même personnel du procureur en chef, à ce que le reste des États qui n'ont pas adhéré adhèrent à l'avenir grâce à la Commission. Donc c'est un deuxième problème. Et le troisième, qui est quand même un peu violent, c'est que le PPO ne dispose pas de sa propre infrastructure informatique. D'accord ? Et donc pour le moment, Mme Covesi
et Mme van der Putten, elles ont décidé de stocker le dossier qu'elles ont demandé au juge d'instruction, qui est censé être visé par le secret de l'instruction, sur une infrastructure informatique qui est gérée et administrée par la commission de Mme van der Leyen, qui n'a toujours pas été suspendue. Et donc, il y a quand même des problèmes qui sont gravissimes. Et en réalité, dans les principes du droit de l'Union, nous avons ce qu'on appelle la subsidiarité. On ne fait appel au niveau européen que quand il est plus efficace pour atteindre l'objectif de lutter contre les infractions. Et là, dans le cas d'espèce, il crée des problèmes de conflits d'intérêts qui n'existaient pas avant leur intervention. Et moi, j'ai de sérieux doutes quant au fait que l'autorité belge, et en particulier liégeoise, serait incapable de mener les poursuites. D'ailleurs, ils le font très bien. Donc voilà. Ça. Justement, c'est une vraie question et c'est pour ça qu'interpeller l'ONU a un sens, parce qu'on peut imaginer que le PPO, lorsqu'il travaille pour les Européens à lutter contre de la fraude intracommunautaire ou des marchandises qui rentreraient sur le territoire européen, on peut comprendre, mais par définition pour un magistrat, quand il y a une honnêteté morale et intellectuelle que les magistrats doivent avoir, on ne peut pas imaginer être le procureur en chef de l'EPPO et poursuivre la présidente de la Commission européenne dont on sait qu'on est en dépendance. Ça, c'est une question d'honnêteté morale d'un procureur. Donc, quand il y a une question de conflit d'intérêts, ils doivent se déporter. On insiste. Et donc, la saisine de l'ONU sur la question de l'indépendance des juges et des avocats, elle se pose avec acuité ici, puisqu'on est un duo avec Mme Kövesi et Mme von der Leyen. C'est une situation extrêmement particulière qui, par définition, aurait dû faire dire à l'EPPO qu'il n'était pas la juridiction la mieux placée pour juger ça en toute indépendance. À l'évidence, la Belgique est la mieux placée, mais il faut aussi voir qu'avant la création de l'EPPO en juillet 2021, mais qui enquêtait sur les affaires de corruption qui intervenaient dans les institutions européennes à Bruxelles. Eh bien, les juges belges, parce que c'est là que se sont passées les infractions, ils le savent, ils ont une compétence, ils ont une expérience, c'était leur travail avant que le PPO arrive. Donc, c'est absolument évident, a priori, que ce sont eux les plus indépendants pour pouvoir agir. Et quand on lit le communiqué de l'EPPO, où on reproche finalement à la justice belge d'avoir mal mis en œuvre les dispositions de l'EPPO, j'ose sourire un petit peu aussi, parce que finalement, ce qu'on remet en cause là, c'est l'indépendance judiciaire de la Belgique. Et pour vous dire, pour arriver à essayer d'expliquer au procureur délégué, donc Mme van der Putten, en quoi elle n'était pas compétente, il y avait tellement de violations de règlements, de traités et de constitution belge et de principes qu'il m'a fallu à peu près 30 pages pour lui expliquer en quoi elle n'était pas compétente. Et a priori, elle n'est pas très contente d'avoir reçu un pavé pareil avant l'audience. Donc voilà, ce qui contribue au fait qu'a priori, elle n'est pas de bonne humeur. Et c'est pour ça qu'on espère qu'à la prochaine audience, puisqu'il y a du temps pour la réflexion, et que par ailleurs, Mme Kövesi a indiqué que ses services n'auraient plus de budget à partir de la fin de l'année 2024. Si elle n'a plus de budget pour enquêter, autant passer la main, et j'allais dire, et se déporter. Mais je pense que le PPO doit réellement réfléchir, notamment à la question de son indépendance et à la question de savoir s'ils sont vraiment, contrairement à ce qu'ils affirment dans des communiqués de presse, les mieux placés pour juger cette affaire. Et a priori, nous pensons que non. Et tout en sachant que, je vous ai dit en Belgique, il y a dans la Constitution un article qui prévoit que c'est le roi qui nomme et révoque les officiers du ministère public. C'est pour ça que le procureur du roi s'appelle du roi. C'est le roi qui le nomme. À l'EPPO, ce sont les institutions européennes qui nomment et révoquent le procureur en chef. Et donc, ça crée un problème qui est dans notre affaire. Comme je l'ai dit précédemment, nous avons des États membres parmi les plaignants, nous avons du député européen parmi les plaignants, et de l'autre côté, parmi les personnes qui sont accusées, nous avons la présidente de la Commission. Et donc, ça veut dire que toutes les parties en présence des deux côtés ont un pouvoir de révocation sur Mme van der Leyen, sur Mme Kövesi, la procureuse en chef. Et donc, rien que ça, c'est une situation tellement inextricable que d'abord, on ne peut pas considérer qu'il y a une compétence de l'EPPO, vu le conflit d'intérêts, mais en plus, la suspension de Mme van der Leyen, qui ne s'effectue pas, crée en cascade une énorme quantité de problèmes les uns derrière les autres dans les procédures. Parce que normalement, le traité, c'est de la suspendre pour éviter cette situation. Et évidemment, on aura quand même peut-être tous compris que si cette affaire avait pu être jugée et finie le 17 mai, certains problèmes n'auraient pas eu lieu au mois de juin. A
partir du moment où cette question est en suspens, à minima jusqu'au mois de janvier prochain, parce que le temps de plaider, le temps d'avoir des jugements, effectivement, c'est une situation d'incompatibilité totale. Et nous allons appeler l'attention du Conseil européen sur cette question et sur la possibilité pour Madame von der Leyen de maintenir juridiquement sa candidature face aux incompatibilités aujourd'hui qui sont visées. Monsieur Beldan a rappelé l'histoire de la commission Santer. C'est en Belgique, dans les années 90. Il y a eu un grand scandale, et notamment, on en parlait aussi en France, que la première femme Premier ministre en France, qui s'appelait Madame Edith Cresson, avait été accusée d'avoir emmené son dentiste avec qui elle entretenait des relations particulières comme assistant parlementaire. Bon, lui avoir donné un salaire, mais elle n'était pas la seule dans la commission Santer à avoir des pratiques un peu douteuses. Et comme les commissaires ne démissionnaient pas, c'est finalement le président Jacques Santer qui a démissionné d'office toute la commission face à un scandale, face à ce scandale de corruption. Et après ça, pour que ça ne se reproduise plus, il a été créé un code de conduite des commissaires. J'invite les journalistes à aller le voir. Il suffit de taper code de conduite des commissaires. Vous allez avoir le lien au niveau des institutions européennes. Vous pourrez lire ces cours que, il s'applique de façon directe. C'est-à-dire qu'il est applicable. Ce n'est pas une promesse. Enfin, c'est une promesse, évidemment, toujours, qu'on fait aux gens d'être honnêtes et de bien agir. Mais néanmoins, c'est plus que ça. C'est un code d'application direct. Il y a plusieurs articles, notamment l'article 2, qui dit que les commissaires, pour être en fonction, doivent rencontrer les plus hauts standards de moralité et d'éthique et qu'ils doivent être honnêtes. Et le 2.5 ajoute qu'ils doivent être honnêtes et aussi en avoir l'air. Et ça, c'est très important parce qu'il y a aussi aux yeux du reste, d'abord aux yeux de tous les citoyens européens, mais aux yeux du monde aussi, quelle est l'indépendance ici? Est-ce qu'il y a un respect par la Commission européenne et ses commissaires de leur code de conduite et de l'indépendance de la justice? Ça se pose réellement comme question. Et d'un point de vue juridique, nous maintenons que ce code d'application directe empêche le maintien de la candidature de Madame von der Leyen, qui se trouve en situation d'incompatibilité fonctionnelle pour continuer, pour exercer son mandat là tout de suite, mais aussi pour prétendre continuer de l'exercer pendant les 5 prochaines années. Oui, et ces non-respects de traités nuisent vraiment à l'Union européenne, qui est une construction juridique. Donc l'Union européenne, c'est un ensemble de traités avec une institution de personnes qui représentent des institutions. Et donc si on ne respecte plus les traités, on détruit l'Union européenne. Et ce qui commence à nous gêner vraiment, c'est que l'envie collective qu'il pouvait y avoir sur la construction d'un espace à l'échelle du continent européen avec plusieurs pays voisins est en train de se transformer en espèce de ressenti par rapport aux constructions multilatérales à l'échelle de l'Union, justement à cause de ce genre de comportement. On ne peut pas impunément au niveau du public sans arrêt violer tous les traités, toutes les dispositions, en nous expliquant que c'est applicable aux autres et pas à soi-même. Donc je pense qu'il y a vraiment urgence à ce niveau-là de faire appliquer les traités. C'est une question d'état de droit. Le droit doit s'appliquer de la même manière à tout le monde. Et donc ces traités, ils sont faits pour être respectés. Et d'ailleurs, j'ajoute que quand même dans les traités, on prévoit que c'est la Commission qui est la gardienne des traités. Elle est censée les faire respecter et non pas les contourner. C'est pas principe. Oui, et d'ailleurs, ça nous amène à la qualité des victimes, parce qu'ici, nous sommes dans un cas un peu unique, et ça crée des problèmes de procédure, qui est que, comme elle vous l'a dit, l'article 17 du traité de l'Union européenne prévoit que la Commission doit défendre et faire appliquer les traités européens. Comme traité, nous, Européens, nous avons ce qu'on appelle la Charte des droits fondamentaux, donc c'est un peu les droits de l'homme, si vous voulez. Et Madame von der Leyen a violé de manière grave et répétée, de manière vraiment très évidente et caractérisée, les dispositions de cette Charte des droits fondamentaux. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de réagir. Alors Madame, le procureur délégué de l'EPPO, donc bon, je ne suis pas sûr que je dois appeler procureur, mais soit, Madame van der Putten nous a expliqué que en fait il n'y a pas de préjudice quelque part à la corruption et la violation des droits fondamentaux. Donc on est un peu étonné. Sa formule, je pense, était que les victimes, nous ne sommes que du vent. Soi-disant, nous ferions trop de bruit et ce serait notre seule finalité. Ce n'est pas d'obtenir justice, ce n'est pas d'empêcher la corruption, ce n'est pas de réparer notre préjudice parce que nous sommes victimes de la corruption et de la violation des droits fondamentaux. Alors certes, nous sommes nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils ont violé les droits fondamentaux d'un grand nombre de personnes, d'États et d'organisations, mais ce n'est pas de notre fait, ce n'est pas nous qui avons commis les éventuelles infractions, ce n'est pas nous qui avons décidé comment on allait réaliser ce genre d'opération. Mais je rebondis sur ça parce qu'en tant qu'avocat, j'ai été quand même extrêmement choquée d'entendre un soi-disant ministère public, minima un parquet, expliquer que les victimes c'était du vent. Cette expression, elle est atroce.
Elle fait mal à entendre, mais je pense qu'elle a été faite sous peut-être le coup de la colère, parce que la veille de l'audience, effectivement, nous sommes maintenant très nombreux comme victimes. Et comme je l'ai dit au départ, à supposer qu'on finisse par prouver qu'il y aurait une atteinte au budget de l'Union européenne, il va falloir mettre ça en balance avec les intérêts de toutes les victimes. Je donne un exemple, mais quelqu'un qui n'a pas... Normalement, tout le monde aurait dû pouvoir voir les contrats. D'ailleurs, les contrats, le premier a été à un moment mis publiquement en accès sur le site de la Commission européenne, mais simplement pendant 2 heures, et ensuite il a été retiré. Il y a des gens qui en ont attesté. Donc il s'est passé quelque chose. La normalité, c'est que tout aurait dû être publié au nom de ce droit à la transparence. Les gens devaient avoir le droit de faire leur propre choix en étant éclairés. Et en ne publiant pas, les gens ont perdu une chance de faire le choix qu'ils voulaient, malgré les contraintes qu'ils pouvaient porter sur les gens, contraintes sanitaires, les passes, etc. Tout le monde aurait pu faire un choix peut-être différent, ou d'ailleurs se conforter dans son propre choix en voyant ces contrats. Donc il faut bien voir que la transparence a porté atteinte, la violation de la transparence a porté atteinte à énormément de personnes. Et en réalité, quand il y a eu cette audience qui a été fixée, comme ça, nous, cette expression, moi j'appelle ça une intervention à la hussarde de l'EPPO, nous savions que tout seul, c'est difficile, mais la devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. Je pense que toutes les victimes qui avaient saisi le PPO, pensant le faire, puisqu'il y a eu un communiqué de presse le 14 octobre 2022 qui a dit « face à un nombre de signalements exceptionnels », donc beaucoup de gens, d'ailleurs l'appel de diverses associations, ont signalé les faits. Mais au bout du compte, il n'est rien arrivé. On leur dit aujourd'hui par le PPO qu'il n'y a pas de suspect. C'est ce qu'a dit Mme Covesi devant le Parlement européen. La justice belge, elle a bien convoqué des gens. Donc, mais c'est tous ces gens qui sont intervenus, c'est pour faire valoir que les gens qui sont préjudiciés aujourd'hui, comme M. Baldan, c'est nous tous citoyens, et que nos droits d'agir est à mon avis supérieur à celui de l'EPPO. Et c'est la démarche. Et quand on parle de 500 qui sont arrivés, ce sont 500 personnels navigants français et hollandais, des pilotes, des hôtesses et des stewards, qui, eux, se plaignent que ce défaut de transparence puisse mettre en danger la sécurité aérienne. Je donne un exemple, mais les pilotes ne peuvent pas voler s'ils ont pris un antihistaminique pendant 48 heures. Normalement, il y a des procédures particulières au niveau de l'EASA pour vérifier la compatibilité de nouveaux médicaments avec le milieu aérien. C'est un milieu professionnel, puisque vous êtes en l'air, évidemment, vous êtes soumis à d'autres contraintes. Les navigants libres et le collectif hollandais qui s'appelle Luchtvaart, j'ai du mal à le prononcer, ils m'excuseront, ont fait des démarches depuis 2 ans de questions de transparence auprès de l'EASA en posant des questions, en disant « Avez-vous fait ces contrôles ?» Et il n'y a jamais eu aucune réponse. Or, les commandants de bord et les navigants sont en charge de la sécurité. Vous devez avoir, au nom de la transparence, accès à ces informations que l'EASA doit avoir pour pouvoir assurer la sécurité des vols. C'est normal. Et donc, ce qu'on a essayé de prouver par toutes ces personnes qui sont venues, c'est que cette atteinte à la transparence, elle préjudicie tout le monde. Elle préjudicie les navigants dans leur catégorie, mais elle préjudicie, comme vous l'avez compris, les victimes qui se sont joints aujourd'hui et qui sont venues, qui, je vous le dis, si elles avaient lu les contrats, si elles avaient pu les voir, auraient peut-être fait d'autres choix pour elles-mêmes, pour leur famille, pour leurs enfants. Il y a une atteinte à la transparence qui crée un préjudice pour chacun d'entre nous. Celui, M. Baldan, qui a été le premier à le faire, c'est les droits fondamentaux, la transparence, mais je signale aussi que, contrairement à ce que Mme Van der Putten peut prétendre, on suppose que c'est un droit personnel. Le droit à la transparence est une façon de pouvoir contrôler, en réalité, l'action du gouvernement. Quand vous votez en tant que citoyen, vos droits de citoyen, ce sont 2 choses, c'est de voter et ensuite de pouvoir contrôler. Voter, c'est bien un droit personnel. Pouvoir demander des comptes à vos représentants, c'est bien un droit personnel parce que chacun peut le faire. Et il n'y a pas à prétendre par Mme Van der Putten que finalement nous serions du vent. Surtout si ce vent, c'est pour exclure en plus le procureur du roi qui, lui, devrait venir donner son avis. Aujourd'hui, on ne peut pas reprocher aux gens de prendre la place de la défense de l'intérêt général quand il n'est plus défendu. Mais même au-delà de ça, ce n'est pas qu'un intérêt général, c'est un intérêt particulier pour chacun d'entre nous. Nous avons tous le droit à la transparence parce que sa violation entraîne des conséquences gravissimes. Oui, donc ce que nous devons vraiment collectivement réaliser ici, c'est qu'il est question d'une chose, c'est la destruction des droits fondamentaux. Ça veut dire que normalement ces droits nous sont garantis, sont inaliénables, ils ne sont pas là pour être retirés, bougés. Il y a même toute une mécanique pour essayer d'y porter atteinte de manière légale, ça doit être légitime, proportionné, strictement nécessaire, et on ne peut pas en utiliser un pour en détruire un autre. C'est le principe d'interdiction d'abus de droit. Et ici, on a vraiment une espèce de hold-up des institutions qui confère un droit nouveau à une multinationale. Moi, j'ai assisté à beaucoup d'audiences à Luxembourg auprès de la Cour de justice de l'Union européenne sur justement des procès qui ont été faits
par des collectifs de 2000 citoyens, par des députés européens, par toute une série de parties différentes qui ont essayé d'obtenir ces contrats, comme par exemple le New York Times, c'est toujours le journaliste Fanta. Donc il y a vraiment une grosse masse de gens qui ont essayé d'accéder à ces contrats, qui ne devraient pas être censurés et qui sont entravés dans l'exercice de leur profession de journaliste ou dans leur droit à la transparence par un concept nouveau qui est que la commission, qui, je vous le rappelle, le rôle d'un commissaire et ses fonctions prévoient qu'ils doivent exercer en indépendance et ne recevoir aucune instruction d'aucune entité tierce. Les avocats de la commission ont quand même reconnu devant la CJUE qu'ils devaient recevoir les instructions de la part de Pfizer pour savoir dans quelles conditions ils pouvaient rendre le contrat public. Moi, je vous dirais que les commissaires européens, s'ils ont signé ou proposé ou négocié de telles dispositions, ils n'ont pas respecté le mandat des commissaires et ils sont sortis du rôle de la commission. Le rôle de la commission, c'est d'appliquer la Charte des droits fondamentaux, de la rendre applicable, que les États membres les respectent dans tous les actes légaux. Et là, on a vraiment une rupture qui est la commission qui devrait garantir ces droits s'est mise à dire « je vais suivre les instructions de multinationales » qui s'appelle Pfizer. Et c'est inadmissible. C'est inadmissible que les journalistes soient entravés pour obtenir ces documents. Donc nous, aujourd'hui, on pense que vraiment réclamer, et c'est pour ça qu'on a un grand nombre de personnes, et on invite tous ceux qui s'estiment victimes, qu'ils soient journalistes, États membres, députés, citoyens ou autres, à venir se joindre à la cause s'ils le souhaitent. Donc la procédure n'est pas payante pour se déclarer victime, et pour faire valoir que les droits fondamentaux doivent primer et que ce hold-up des institutions européennes, il doit cesser. Si je peux ajouter une chose, cette histoire de secret des contrats, c'est donc une clause qui a visiblement été imposée par les sociétés Pfizer et autres à la Commission européenne, mais cette clause, elle viole un droit fondamental qui est celui de la transparence, et c'est ce en quoi les commissaires ont failli, puisqu'ils ont admis mettre une clause dans un contrat qui est supérieur au traité, qui deviendrait de ce fait supérieur au traité. Un contrat commercial, un contrat quel qu'il soit, ou un contrat administratif, peu importe comment les gens veulent le qualifier, ne peut pas être supérieur au traité, et la Commission ne peut pas prendre des clauses vendant notre droit à la transparence. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas créer un contrat dont les dispositions violent frontalement les traités européens. Ce n'est pas possible pour la Commission de signer de telles clauses et de venir nous dire finalement je ne lèverai pas le secret parce que c'est Pfizer qui me l'impose. Mais moi je suis curieuse, je n'ai jamais entendu dire que la Commission européenne s'exposerait à des pénalités faramineuses si elle révélait enfin au public comme elle le doit le contenu des contrats. Je dis ça, on verra, mais je n'ai pas entendu qu'il y avait des menaces particulières. Et d'ailleurs, il faudra en tirer une conclusion en matière de droit à la santé qui est que ni vous ni votre médecin ne pouvez être informés des conditions du contrat d'achat, donc des spécifications du produit que vous avez éventuellement pris. Et ça crée un énorme problème, c'est-à-dire qu'on ne peut plus correctement établir votre diagnostic, vu qu'on ne sait pas quel est le produit in fine qu'on vous a, même pas vendu parce qu'il n'est pas vendable, mais injecté. Et c'est un problème important, indépendamment de toute autre considération de santé, qui est le patient a le droit de savoir. Et donc là, on a un problème manifeste. Il y a eu, je l'ajoute, au mois de juillet 2023, un jugement de la Cour supérieure de Pretoria, en Afrique du Sud, sont les premiers qui ont ordonné la publication des contrats contre Pfizer au nom de l'intérêt général. Et donc, il y a des requérants qui ont aussi fait valoir cette question en disant écoutez, si c'est un intérêt général en Afrique du Sud, pour les gens d'Afrique du Sud, pourquoi pas pour nous au niveau européen? Et là, la Commission européenne répond non, nous, on n'apprécie pas l'intérêt général des Européens de la même façon. Écoutez, il y a quand même une volonté à partir du moment où c'est un produit que tout le monde a pris, qu'on en pense du bien ou qu'on en pense pas. D'ailleurs, c'est pas la question. La transparence, c'est pour tout le monde. C'est d'ailleurs, j'ajoute qu'il y a quand même des partis politiques de différents pays qui se sont joints à cette cause, mais peu importe leur couleur aux uns et aux autres, la transparence, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas à faire de différence dessus, et nous y avons, là encore, chacun le droit, et nous espérons, c'est le rôle, je suppose, quand même, aussi des partis politiques, de se joindre à cette demande, de demander la transparence et le principe de contrôle. Ça, je le crois aussi. C'est que quelque part, les droits fondamentaux sont là parce qu'ils sont un présupposé à la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans la base, une sorte de système d'exploitation qui sont les droits fondamentaux qui organisent la vie en société. Et après seulement, on a les institutions, le vote et ce genre de considérations. Mais c'est véritablement une notion indispensable. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment, c'est un cri d'alarme qui a même été fait par la médiatrice de l'Union européenne. Et on est plusieurs quand même à attirer l'attention de tout le monde en disant
faites attention, ce qu'il se joue aujourd'hui, c'est la destruction des droits fondamentaux. Et c'est quelque chose de particulièrement dangereux. Donc, et la Cour européenne aussi des comptes, parce que premier avoir révélé, il y a quand même un rapport qui est très dur, qui explique quand même qu'ils n'ont jamais eu accès ni aux contrats, ni aux échanges de messages, et qu'au bout du compte, 80% du marché a été attribué à une seule société pharmaceutique. Donc c'est quand même assez clair comme rapport. Et à partir de là, il y aurait dû, nous, y avoir depuis longtemps, en fait, des investigations encore plus poussées de l'EPPO s'ils avaient été sincères. Parce que dès le départ, vous avez plusieurs institutions qui disent que l'infraction a été commise. C'est incroyable. Voilà. Et donc, ce qu'on peut vous dire pour la suite, à peu près, donc la décision qui est prise est de faire une remise de l'audience qui ne pouvait pas se tenir hier, en fait. Hein, donc, à la mi-décembre, à peu près au début décembre de cette année. Le calendrier est susceptible d'être bousculé aussi par différents, parce qu'on est dans une procédure un peu particulière que plus personne ne semble vraiment comprendre tellement elle est devenue compliquée et tellement il n'est pas prévu en fait que la personne qui doit faire appliquer les droits fondamentaux les viole elle-même. Donc c'est quelque chose qui est un peu hors cadre, donc ça crée des difficultés de procédure. Donc a priori le calendrier est celui-là. Et donc vu que j'ai la particularité d'avoir été lobbyiste, mais je suis toujours radié à l'heure actuelle par représailles je suppose, hein, parce que c'est intervenu 3 heures après une conférence de presse que j'ai donnée avec Michel Rivasi sur le sujet justement des SMS Gate, et une fonctionnaire qui est une N-1 de Mme von der Leyen, parce qu'elle travaille au secrétariat général de la Commission, et qui est en charge de la transparence des documents, ça veut dire de délivrer les contrats et de délivrer les SMS, s'est mise en fait à contrôler mon cabinet de conseil et ma personne avec des considérations qui étaient complètement farfelues, hors de tout cadre légal, sans respecter le moindre délai légal, et j'ai fini suspendu de manière complètement arbitraire, avec des différences de traitement par rapport par exemple à Pfizer qui a menti dans ses déclarations, qui sont assez évidentes. Et donc, vu que j'ai quand même toujours cette expertise, ma volonté, elle n'est pas d'essayer de tirer parti de la situation pour impacter les élections vers un parti ou vers l'autre. Voilà, je peux reconnaître que de différentes couleurs politiques, il y a des députés européens qui ont bien fait leur travail et une énorme majorité qui n'a pas fait son travail. Voilà, ça va de la gauche à la droite, donc je n'ai pas d'attitude partisane. Et donc on a vu, grâce à cette expertise, on a quand même découvert toute une série de faits dont la connaissance, à mon avis, n'est pas à la portée de la police, du fait qu'il faut connaître la spécificité de ce milieu du lobbying. Donc on les a recueillis, vu que c'est relativement long, et il me faudrait plusieurs centaines de pages pour vous l'expliquer, on l'a recueilli dans un ouvrage qu'on refusera de publier avant les élections pour ne pas les perturber. Donc comme ça, Mme von der Leyen ne me fera pas le grief d'avoir essayé d'influencer les élections dans un sens ou un autre. Donc voilà. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Moi j'en ai une. Voilà, vous dites que Mme von der Leyen, normalement qui est la présidente, devait montrer une belle image par rapport à sa conduite en tant que... Hein, donc, mais elle ne l'avait déjà pas montré avant, parce qu'elle était déjà poursuivie pour des histoires en Allemagne. Comment est-ce que déjà ça a été possible qu'elle soit présidente? Elle n'a même pas été élue. Non, alors bon, c'est une désignation. Hein. Bon, ça c'est eux qui ont apprécié à l'époque. Bon, c'est des faits qui sont le même mode opératoire, c'est vrai, mais qui concernent la juridiction allemande et l'Allemagne. Et donc, on va pas vraiment revenir sur les conditions qui ont fait qu'elle a été nommée par le passé. La question, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des violations graves et caractérisées de la Charte des droits fondamentaux en qualité de président de la Commission qui a le rôle de les faire respecter. Donc, c'est une situation beaucoup plus grave que son affaire de SMS en Allemagne, où elle avait engagé des cabinets de conseil, des dépenses farfelues. Bon, voilà, une affaire qui n'a pas été vraiment correctement instruite à la fin. Donc, dans ce cas-ci est particulier, parce qu'elle est devenue la présidente de la Commission. Moi, c'était juste une crainte, en fait, que justement... Mais nous on s'intéressera qu'à l'actuel mandat. Et oui, bien sûr. Mais peut-être ont-ils pensé qu'avec une meilleure position, les comportements changeraient et s'amélioreraient. Le PPO dit qu'ils ont fait des actes, qu'ils enquêtent depuis 2 ans. Est-ce que vous avez vu quelque chose qu'ils ont fait? On a vu la police en fait. On a vu la police, on a vu la police parce que la dernière fois qu'on a essayé de voir ce que le PPO avait mis dans son dossier, ils nous ont envoyé la police. Parce que c'est beaucoup de gens, on l'avait dit, ont saisi le PPO. Nous, on veut savoir ce que sont devenues effectivement ces plaintes. C'est une vraie question. Et c'est d'où la démarche qui était absolument normale. Et je vous le dis, on est heureux de l'avoir. Mais jamais on a envoyé la police
pour ne pas me donner de dossier. Je n'ai jamais vu ça. Et pour vous dire, ça traduit bien le mensonge de Mme Covesi devant le Parlement qui dit « Je ne connais aucune personne qui serait visée aujourd'hui par une enquête, dans ce cas-ci, dans le cadre des SMS et des contrats. Or, ils ont bien fait intervention dans notre affaire, et dans notre affaire, on a bien un suspect contre lequel on a déposé plainte, on en a d'ailleurs plusieurs, et donc on ne comprend pas que Mme Covesi affirme lors du contrôle parlementaire de l'activité de l'EPPO qu'il n'y a aucune personne visée. Donc ça vise en fait à éviter la suspension de Mme von der Leyen de manière illégale. Donc, mais c'est un vrai problème. Et elle nous dit sans arrêt qu'elle a besoin d'argent, notamment parce qu'elle a reçu des centaines et des centaines de témoignages. En fait, ce sont des signalements parce que le PPO ne peut pas accepter de plainte, vu que ce n'est pas vraiment un vrai ministère public. On ne sait pas déposer plainte ou se constituer partie civile dans les mains de l'EPPO. Le procureur du roi, je peux lui adresser une plainte, mais pas à l'EPPO. Le PPO, c'est une sorte de signalement. Et donc, lorsqu'on a voulu consulter ces dossiers que Mme Covesi évoquait, les centaines et centaines de témoignages, on s'est dit il y a des pièces, manifestement elle n'a pas choisi de les transmettre à la justice belge ou au juge belge, alors qu'elle a une obligation de coopération loyale, quand bien même elle serait compétente. Et donc nous on considère aujourd'hui qu'elle a soustrait des éléments à la connaissance de la justice et que c'est quelque chose de grave. Ou alors que son dossier est un mensonge et qu'il n'existe pas. Mais je vous dis, la dernière fois que nous sommes allés à deux, peut-être pas la dernière fois, la première fois à Bruxelles, nous avons été accueillis par la sécurité puis la police. La deuxième fois par 8 gardes de sécurité pour nous deux. Vous voyez la terreur que j'ai à côté de moi. Donc voilà, et elle pourrait se lever, ça serait plus illustrant. Mais je le ferai. Nous avons été accueillis donc par la sécurité. Et le PPO a quand même compris de son erreur, parce que lorsqu'ils nous ont dit « si vous ne partez pas », ils ne voulaient pas signer la réception de notre acte de procédure, nous allons appeler la police. Donc Maître Prota les a invités à le faire en disant que ce serait intéressant que la police pourrait constater. Et donc à l'EPPO Luxembourg, ils nous ont dit « nous savons très bien qui vous êtes, nous savons ce qui s'est passé à Luxembourg, et on vous demande de partir ». Donc on lui a même refusé l'accès aux toilettes, pour vous dire. Donc c'est quelque chose d'assez surprenant. Ils ont d'ailleurs aussi expliqué que les lettres, ils les mettaient à la poubelle. Oui, bon, entre le procureur qui vous explique que les victimes, c'est du vent, les gens à PPO qui vous disent on met vos courriers à la poubelle à un avocat, ce qui est quand même... alors, il ne faudrait pas oublier un détail qui est Mme Van der Putten qui nous a sorti... non, pardon, excusez-moi, le procureur de l'EPPO qui se trouvait à côté d'elle a eu un mot très, très charmant qui était, lorsque la présidente lui a demandé quel calendrier définir, parce que nous voulons des conclusions du parquet européen qu'elle considère, à mon avis à tort, être le ministère public, le PPO a dit au mois d'août, non, on a nos vacances, et donc la présidente essaye de leur dire oui mais quand même il faut conclure. Ils disent bah alors si c'est pendant nos vacances, nous on est en congé donc on ne conclut pas. Donc on a un parquet qui, si c'est un parquet, hein, et si c'est un ministère public, qui refuse de conclure parce qu'il serait en vacances. Donc c'est quand même violent en matière d'exercice de l'action publique. C'est très compliqué parce que conclure, donc donner son argumentaire écrit pour expliquer pourquoi les victimes seraient irrecevables. Mais il faut bien comprendre, tous les gens qui ont été vers le PPO ne peuvent pas être strictement victimes. Donc tous les gens qui ont fait cette démarche, ça ne marchera pas. Mais le PPO, au lieu de les prendre en considération, non seulement ne prend pas les victimes qui s'adressent, mais essaie d'empêcher celles qui vont se constituer en Belgique. Donc en réalité, le PPO essaie d'exclure le préjudice de tous les citoyens. C'est ça qui est pas mal. Si vous faites une enquête sincèrement, vous pouvez avancer. Ici, ne pas avoir avancé pendant plus de 18 mois, bon, ça prête à ce, puisque je reviens quand même sur cette question, effectivement, à défaut de pouvoir répondre à pourquoi Mme von der Leyen a été désignée comme présidente de la Commission européenne, on peut effectivement aussi s'interroger sur, d'un point de vue pénal, sur la réitération des infractions. En France, quand un procès pénal commence, première chose qu'on fait, je ne sais pas pour la Belgique, mais on lit le casier judiciaire des gens, et on dit s'ils ont déjà été mis en cause pour des choses. C'est comme ça que ça s'appelle l'examen de personnalité. Bon, je ne suis pas sûr qu'il soit réussi d'un point de vue judiciaire pour Mme von der Leyen. J'ai une question sur les SMS, une double question. Vous n'avez pas beaucoup parlé des SMS et de leur interférence dans le cadre de la négociation, et les avez-vous vus donc? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous savez si Mme von der Leyen elle a échangé des SMS avec M. Bancel de Moderna ou avec les partis de AstraZeneca de manière à assurer une forme de compétition équitable entre les fournisseurs? Mais on a une volonté pour le moment qui est de ne pas nuire à la présomption d'innocence de Mme von der Leyen ou des autres mis en cause.
et de ne pas aborder sur le fond, parce que vu qu'on a consulté le dossier d'instruction à cause ou grâce de l'EPPO, qui nous a forcé à avoir une audience, on a une volonté de faire attention à ce qu'on dit. Donc, au niveau des SMS, ce qui est évident, c'est que Madame von der Leyen a déclaré ne plus les avoir. Monsieur Bourla, il y a eu à deux occasions particulières, je pense une que Diane peut vous expliquer et une au Parlement européen. Les SMS, ils sont toujours en possession de Pfizer, qui est une société cotée, ou les e-messages, peu importe comment on les nomme, qui est obligée de les conserver vu qu'ils ont trait à la négociation du contrat pour l'autorité de protection des marchés financiers américaine, la SEC. D'ailleurs, on aimerait bien savoir, peut-être aussi pour les actionnaires de Pfizer, si M. Bourla a déclaré ou non à la SEC qu'il avait un litige judiciaire en Belgique dans lequel il était sérieusement impliqué et qui commence à prendre de l'ampleur. Normalement, il est obligé de se déclarer à ce propos. Pfizer doit aussi, dans ses rapports auprès de la SEC d'activité, déclarer qu'en fait, ils ont bien un problème en Belgique parce qu'ils sont venus à l'audience hier. Donc, je suppose qu'ils vont devoir le rendre public et faire des déclarations ad hoc. Donc, on est sûr que une version, il en existe toujours. Je pense que si l'autorité judiciaire belge, ou en tout cas les magistrats belges, n'étaient pas entravés par le PPO, on disposerait probablement déjà des contrats et peut-être de ces copies de SMS. Et du côté de Mme von der Leyen, elle prétend ne plus les avoir. Ça tombait bien, c'est ce qui nous a poussé à l'accuser de les avoir détruits. Donc là, voilà pourquoi on en a... Et la preuve contraire n'est pas rapportée de l'absence de destruction. Mais pour répondre comme juste un instant à cette question-là, quand Mme Janine Small a été auditionnée au Parlement européen, qui est représentante de M. Bourla, qui a refusé de se présenter devant le Parlement européen. Elle a été interrogée par des députés européens qui lui ont posé des questions, et notamment sur les SMS. Mme Small a affirmé qu'il y avait eu beaucoup de SMS échangés, mais que ça n'avait rien à voir avec les contrats. Par contre, si mes souvenirs sont bons, si on regarde toute l'audition, il n'y avait pas que Pfizer qui était invité, il y avait d'autres laboratoires pharmaceutiques. Et dans ma mémoire, c'est le président de CureVac à qui on demande « Et vous, se passait comment la négociation ?» Et je parle sous le couteau, vous pourrez vérifier, mais ce monsieur répond « Ah bah écoutez, nous, on n'a pas eu de SMS. » Ils n'ont pas eu de contrat non plus, visiblement. En tout cas, moi, je vous invite à regarder, puisqu'il y a la suite, il y a les autres qui répondent à cette question. Il pourrait y avoir un délit de favoritisme ou de rupture d'égalité de traitement dans le cadre d'un marché public. En tout cas, bon, on a aussi comme prévention la prise illégale d'intérêt, parce qu'on a noté qu'au final, dans cette procédure irrégulière de soi-disant mise en concurrence, il y a un fournisseur qui a fini par obtenir l'essentiel du marché par rapport aux autres. Et curieusement, c'est celui qui a négocié de manière impropre directement par message avec la présidente de la commission. Je rappelle qu'elle n'en avait pas le mandat, qu'il y avait, alors même s'ils sont contestables sur leur nature, mais des comités d'experts pour encadrer l'opération, et que d'ailleurs, Mme Stella Kyriakides, qui est la commissaire européenne à la santé, a répondu à une question parlementaire pour le compte de la Commission européenne, que ces comités de négociation et de pilotage d'experts ont été mis en place pour justement adresser le problème d'antécédents judiciaires de Pfizer en matière de corruption, de fausses informations, de tromperie, donc tout ce que vous voulez, de commission occulte. Et Mme von der Leyen, elle a court-circuité le mécanisme mis en place par sa propre commission pour éviter les risques de corruption. Donc c'est quand même assez lourd à encaisser à la fin. Et par ailleurs, puisque Frédéric évoquait la question du côté de Pfizer, pour le développer un petit peu, une association française que je représente qui s'appelle Bon Sens, qui a 30 000 adhérents, qui d'ailleurs ont signalé en masse à l'époque à l'EPPO les infractions supposées commise par Mme von der Leyen. Et cette association française qui a poursuivi la nullité des contrats d'un point de vue civil, avec un argument qui est simple, qui est de dire la fraude corrompt tous, c'est un adage latin, c'est dans tout le droit continental, la fraus omnia corrompit. Nous avons donc fait cette action, et dans le cadre de cette action, il y a eu une demande faite par Bon Sens d'entraide judiciaire internationale auprès des juridictions américaines, parce que quand vous avez un élément de preuve dans un dossier qui peut être détenu aux États-Unis, si vous avez un intérêt, vous pouvez demander cette entraide. C'est ce que nous avons fait. L'association Bon Sens a plaidé à New York, devant la Cour fédérale de New York, contre Pfizer, effectivement une armée d'avocats de Pfizer, en demandant cette entraide, et les avocats de Pfizer, dans cette instance civile, ont répondu au tribunal que les messages étaient irrelevant. Alors, en anglais, ça veut dire pas intéressant. Pas intéressant pour qui? Bon, ça, c'est une autre question. Mais cette procédure s'est finalement soldée par le juge américain qui nous a dit de revenir éventuellement plus tard, puisque on n'était pas déterminé de savoir qui était compétent, la France ou la Belgique. Maintenant, les choses
s'éclaircissent de plus en plus, parce qu'on peut faire une entraide internationale, mais faut-il encore savoir qui aider? Là, visiblement, c'est plutôt la Belgique qu'il faut aider. Donc, dans le cadre, effectivement, de cette affaire, on peut tout à fait imaginer des recours à des juridictions américaines, et d'ailleurs aussi, puisqu'ils sont là, Pfizer, BioNTech et M. Bourla, en étant mis en cause, ils ont l'obligation de concourir à la justice. Et ça, c'est normal pour tout le monde. Donc, on est arrivé à un moment où on ne comprend pas pourquoi on ne met pas ces SMS sur la table et ces contrats sur la table. Tous les participants sont là, tous les accusés sont là, ils détiennent tous les documents, ils doivent coopérer à la justice, ou sinon c'est à la justice d'en tirer aisément les conséquences. Je vous rappelle dans les propos puis je vais laisser les questions, du 29 avril de Mme von der Leyen à Maastricht, à la question, je ne sais plus quel intervenant, mais quelqu'un lui pose la question pendant le débat de savoir si elle s'engage à être transparente et à comparaître dans les procédures qui la visent. Et donc, elle est un peu déstabilisée. Elle répond « Je suis transparente, je suis transparente. La justice est indépendante. Et d'ailleurs, la justice amènera toute la transparence. » Alors, je ne sais pas si ça veut dire que selon elle, il faut des perquisitions absolument pour avoir la transparence, parce que en l'état actuel des choses, il ne nous apparaît pas qu'ils ont coopéré avec la justice en fournissant les contrats et les SMS. Donc c'est un problème. Donc si quelqu'un d'autre, une autre question, Olivier. Que vous allez vous tourner vers l'ONU parce que vous avez beaucoup de doutes sur le fonctionnement des PPO, et même si je comprends bien sur sa constitutionnalité au regard de la Constitution belge. Pourquoi pas directement vers le tribunal de l'Union ou la justice européenne pour dire voilà, nous contestons, ça c'est déjà fait, les Allemands l'ont déjà fait pour des réglementations des règlements européennes, pour le plan de relance. Pourquoi ce ne serait pas possible d'aller directement vers la justice européenne pour dire il y a un problème avec ce que vous appelez un parquet européen qui ne répond pas à plein de critères. Je ne comprends pas très bien pourquoi les États membres qui ont quand même accepté la création de cette EPPO ne se sont pas rendus compte qu'il y avait un problème au départ. Et une deuxième question, c'est concernant les contrats. Je suppose que les États membres qui ont payé ont vu ces contrats. Pourquoi ne pas se tourner vers eux pour leur demander pour les voir? Alors, ça fait beaucoup de questions, on va les traiter. Si on en oublie, tu les répètes. Alors d'abord, pourquoi ne pas se tourner vers les juridictions européennes? Les juridictions civiles européennes à Luxembourg, c'est le tribunal de l'Union européenne et la Cour de justice de l'Union européenne. Nous l'avons déjà fait, tout le monde l'a fait depuis 2 ans. Je rappelle quand même qu'il y a des députés européens, dont feu Madame Rivasi, et plusieurs d'entre eux ont réclamé, ils sont d'ailleurs en droit européen, ce qu'on appelle le requérant super privilégié, ils ont réclamé à la Cour de justice les contrats. Parce que pour eux, évidemment, pour tous les votes des... Je parle vraiment du rôle oui, de l'EPPO. Donc il y a 2 juridictions civiles à Luxembourg, le TPE et la CJUE. Ils ont été saisis par des eurodéputés, par 2000 particuliers aussi ensemble, par des journalistes, par tout le monde. Et depuis 2 ans, ces juridictions civiles qui auraient dû avoir le bon sens évident d'ordonner la production des contrats, parce que c'était leur rôle, n'ont rien fait. Elles ont sinédié toutes les procédures. Et Frédéric peut le dire, 2000 particuliers ont plaidé au mois d'octobre devant le tribunal de l'Union européenne pour avoir les contrats. Eh bien, ils n'ont toujours pas de date de jugement. 6 mois après, ce n'est pas arrivé. Normalement, la justice civile aurait dû, et c'est logique à Luxembourg, ordonner depuis le départ la production de ces contrats. C'est parce qu'elle ne le fait pas qu'on est obligé aujourd'hui de se tourner non plus vers eux, parce que ça n'a pas de sens, puisque le PPO est aussi, fait partie en tant qu'agence de ce dispositif judiciaire européen. Mais vu qu'eux aussi nous expliquent qu'ils n'ont pas de suspect, bon, eh bien au bout d'un moment, il faut retourner vers les juridictions nationales pour pouvoir avoir une justice indépendante, et on ne va pas continuer d'enfoncer des portes. Mais sur l'ONU, en fait, c'est peut-être mal précisé, ce qu'on a fait à l'ONU, c'est de dénoncer l'atteinte aux droits des avocats et les droits fondamentaux. Et aussi, c'est ce que nous avons dénoncé, puisque moi j'estime qu'en tant qu'avocat, c'est une atteinte et un empêchement d'exercer mon métier, mais à qui peux-je me plaindre, puisqu'il n'y a personne au-dessus de Mme Covesi comme procureur. J'ose dire, peut-être pourtant, je ne pense pas que ce soit le bâtonnier de Paris qui va forcer Mme Covesi à me donner son dossier. Par contre, il y a bien un rapporteur spécial à l'ONU qui est en charge de cette problématique-là, celle de l'indépendance des juges et des avocats, et je pense qu'on tombe en plein dedans. Donc ils ont été saisis, et ils ont 6 semaines pour nous dire s'il est normal que Mme Covesi soit l'autorité de poursuite dans cette affaire, et s'il est normal aussi qu'on empêche des avocats d'accéder à un dossier, d'exercer leur métier, le justiciable aussi. Donc nous espérons des interventions. Et puis dans les faits qu'on va finir par rajouter, on a quand même des doutes quant à la sincérité et l'indépendance de certains magistrats de la CJUE à l'endroit de Mme von der Leyen. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous
quand même une idéologie un peu fédéraliste qui est qu'il faudrait capter la justice comme une compétence pleine de l'Union européenne et exclusive et non plus une compétence partagée. Et donc ils y concourent tous et donc on a quand même des doutes. Moi je suis par exemple, on a assisté ensemble à un événement d'un lobby plutôt juridique qui était fédéraliste. On y a retrouvé le commissaire européen à la justice, on y a retrouvé le magistrat de la CJUE qu'on avait sollicité, qui nous a intentionnellement mal jugé, et on peut démontrer qu'il nous a mal jugé sur intention parce que nous l'avons filmé dans une audience publique, nous expliquer exactement le contraire du jugement qu'il nous a rendu. Donc c'est pour ça qu'on s'est rendu là-bas, d'ailleurs c'est pour l'interroger à la mode Élise Lucet, et ça a très bien fonctionné parce qu'il nous a très gentiment expliqué en quoi c'est tout le contraire de son jugement devait être fait. Donc on a immobilisé les pièces à ce propos. Donc on pense que oui, il y a un problème à ce niveau-là, qu'on a besoin de juridictions indépendantes et que, encore une fois, on est dans le cas où c'est la tête, vraiment le plus grand fonctionnaire de l'Union européenne qui est mis en cause. Quand c'est le parquet européen, on va avoir Madame Kövesi, donc c'est des fonctionnaires qu'on a mis à des niveaux très hauts. Et c'est très difficile d'avoir des juridictions indépendantes qui nous donnent droit en respectant le droit et la jurisprudence. J'ajoute juste un petit mot sur le PPO. Il a quand même été créé au mois de juillet 2021 et contrairement à ce qui est dit, les juridictions nationales qui avaient des juges d'instruction, notamment la Belgique, la France et l'Italie, ont énormément contesté la création de l'EPPO puisque ça heurtait directement et ça empiétait sur des compétences. Et il y a toujours 4 litiges. Il y a toujours 4 litiges en cours selon Madame Kövesi. Et il y a un autre problème qui est dans le cas d'espèce. Le règlement de l'EPPO, il pose des problèmes parce que vu qu'ils n'ont pas obtenu l'unanimité des États membres et qu'ils l'ont écrit à peu près comme s'ils l'avaient obtenu, il y a des conflits de juridiction qui émanent du texte qui étaient peut-être difficile à prévoir sans exemple concret. Donc ici, on est en train de faire l'expérience de ce texte, mais il y a un problème, c'est que l'utilisation qui en est faite, elle sort complètement de sa base juridique. Donc normalement, on peut appliquer ce règlement dans le respect des traités. Et en fait, l'utilisation qui est faite de ce règlement par les soi-disant procureurs de l'EPPO, c'est une utilisation qui viole les principes qui ont permis de mettre en place ce règlement. C'est pour ça que j'ai rappelé dans ma lettre de 30 pages adressée à l'EPPO un nombre assez important de considérants. Donc en fait, le législateur, il leur a créé un règlement, mais il a mis beaucoup de considérations, je ne sais pas si c'est presque 200. Et donc on leur rappelle, regardez, c'est un projet de création d'un parquet européen, donc ce n'est pas une entité finie. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une réserve à avoir sur le texte. Les députés, ils ont voté comme ça, comme un projet. Et puis ils ont assorti de beaucoup de considérations. Et ce que fait le PP aujourd'hui contrevient à un nombre phénoménal de dispositions de leur propre règlement. Et donc la justice européenne pourrait le dire, ça. Non, parce que quand il y a un conflit entre le PPO et une justice nationale, ce qui est prévu par les textes, c'est que c'est la justice nationale qui décide du problème. C'est pour ça que nous sommes en fait devant la chambre du conseil belge. Et c'est pour ça aussi qu'il faut avoir le procureur du roi belge, parce que la disposition, c'est que s'il y a un conflit, ce n'est pas au niveau de l'Union européenne qu'on va trancher, c'est pas au niveau de la CJUE, c'est au niveau du droit national. Et c'est pour ça que le PPO a saisi, comme je dis à la USAN, les juridictions nationales belges et le Conseil et la Chambre du Conseil, parce qu'ils n'ont pas le choix et que c'est le droit belge qui doit déterminer. Pour le moment, c'est pire que ça. Ça veut dire que normalement, si on avait respecté la logique, le PPO, quand ils ont voulu se déclarer compétents, d'accord, et ils ne l'ont pas fait dans le délai légal, donc c'est déjà surprenant, ils auraient dû immédiatement saisir la Chambre nationale en disant « nous sommes éventuellement dans un conflit de compétences, donc avant que le juge d'instruction ne fasse son enquête, on tranche de la question de la compétence, de manière ouverte avec les parties ». Ça aurait été très bien, on aurait pu débattre et conclure à leur incompétence. Ce qu'ils ont fait, c'est quand même au final attendre plus d'1 an quand une enquête a été réalisée pour dire « en fait, on veut absolument mettre ce dossier à la poubelle ». Et ça devient vraiment très gênant. Et en plus, ils veulent le mettre à la poubelle sans expliquer comment eux-mêmes estiment que le ministère public devrait poursuivre les faits. Donc c'est quelque chose d'un peu embêtant. On est vraiment dans une espèce de no man's land juridique où le droit a complètement été vaporisé, le procureur n'existe plus, on ne sait même pas juridiquement comment le procureur du roi a disparu de ce dossier. Pour nous, il est toujours en charge, mais il ne s'exprime plus, il ne vient plus, il n'est pas convoqué. C'est quelque chose d'assez ahurissant. Et sur les États, on va faire... oui. Non, mais parce qu'il y avait une deuxième question sur est-ce que les États ont vu les contrats?
Ah bah, a priori, je suppose que oui, mais je vais vous dire, dans l'association Bon Sens dont j'ai parlé, qui a critiqué les contrats et essayé de les faire invalider, eh bien, jamais au cours de cette procédure, Santé publique France n'a produit les contrats. Jamais ça n'a été donné. On a fini par juger en France que ce contrat, avec sa clause d'attribution aux juridictions belges, eh bien, il était valable. Donc maintenant, c'est tous rendez-vous en Belgique. Mais les juridictions françaises, et c'est extraordinaire, ont jugé ça sans voir le contrat. On a, nous, demandé plusieurs fois à Santé publique France, et Santé publique France a dit « Ah ben non, je ne peux pas lever le secret parce que c'est le secret que la Commission m'impose. » Eh bien écoutez, il y a un problème, puisque moi, dans mon droit national, j'ai aussi le droit à la transparence. Ce n'est quand même pas l'Union européenne qui va détruire mon droit national à la transparence. Et sur ce point, d'un point de vue juridique, le droit européen, il y a une primauté du droit européen, mais il y a des arrêts qui expliquent qu'elle cesse si le droit européen viole des droits fondamentaux qui seraient respectés au niveau inférieur, donc au niveau des États. Donc il y a là encore une véritable difficulté. On ne les a vus, mais je suppose que les États n'ont pas signé les yeux fermés. Ça, c'est une évidence. Et alors pour ceux qui parlent italien, il y a une émission sur la RAI, qui est, enfin un espèce de documentaire, qui a rappelé donc le fonctionnaire qui a dû signer le contrat, a dit que la pression qui a été mise par la Commission et Pfizer était tellement forte en matière de menaces, de poursuites, s'il y avait une fuite de confidentialité. Je vous rappelle qu'elle n'aurait jamais dû exister, cette confidentialité. Les fonctionnaires ont reconnu en Italie qu'ils avaient signé le contrat sans taper le mot de passe qui permettait de le consulter. Donc on a une signature à l'aveugle. Et en plus, on se pose des questions pour la légalité dans différents États membres, qui est la signature d'un contrat qui est produit et qui n'est pas traduit, et dans une langue qui est étrangère. Donc ça pose un problème. Hein. Donc moi, c'est comme par exemple, si j'ai quelqu'un qui en Belgique doit lire un acte dans la partie francophone et que c'est en néerlandais, que ça lui est pas traduit et qu'il n'est pas capable de parler néerlandais, on se pose quand même des questions en matière de consentement réel et de sincérité des actes. Hein. D'où le lu et approuvé. Non mais pour vous rassurer aussi, en France, comme nous avons aussi demandé avec cette association Bon Sens, on a dit, bah, écoutez, produisez les contrats, à la rigueur, soyons malins, produisez au moins la traduction, puisqu'ils étaient supposés être en anglais, parce qu'en droit français, on doit faire des actes de procédure, c'est l'ordonnance Villers-Cotterêts, en français. Et là, c'est la première fois qu'au Conseil d'État, quand on avait soulevé aussi cette difficulté, on n'a pas le contrat, mais de toute façon, il est en anglais, donc il ne peut pas valoir en droit français. Et bien de façon stupéfiante, première fois que j'ai entendu tous les conseillers du Conseil d'État, c'était la chambre réunie, l'arrêt de section, ils ont tous dit « Oh ben vous inquiétez pas, on parle anglais ». Alors ça c'est la première fois, je suis heureuse de l'apprendre, mais la France a révolutionné le droit, a jugé valable un contrat en anglais qu'elle n'a pas vu. Bon, c'est extraordinaire. Moi je le dis à l'attention du Conseil d'État. Une question qu'on a sur le fil, les citoyens demandent comment ils peuvent rejoindre la procédure et à quelles conditions. Bah, il faut qu'ils s'estiment d'abord préjudiciés, donc victimes, qu'ils expliquent en quoi... par exemple, on a violé leurs droits, qu'on leur a porté préjudice. Peut-être que s'ils sont assez nombreux, ça serait bien pour eux qu'ils se réunissent sous la bannière peut-être d'un seul avocat, parce que, ou de plus, enfin peu importe lequel, hein, mais pour faire des groupes cohérents. Je vous explique pourquoi. C'est parce que la justice doit signifier les audiences, et que si vous êtes soucieux de l'économie des moyens de la justice belge, si le juge doit signifier par exemple 10 000 personnes représentées individuellement dans leur domicile respectif, le coût de signification d'une audience devient intolérable. Donc c'est pour ça que c'est peut-être mieux soit de rejoindre des groupes déjà existants, ou de trouver un avocat qui va faire un appel collectif et joindre plusieurs victimes. Mais vous parlez de groupes cohérents, est-ce que ça ne génère pas un peu une confusion que vous ayez été rejoint par des employés du secteur aérien, justement, qui ont décidé de rejoindre votre projet? J'ai l'impression que vous, c'est beaucoup la transparence, et il est clair qu'il y a un déficit de transparence. Eux, vraisemblablement, c'est plus sur la composition du produit. Est-ce que là, il risque pas d'y avoir une confusion sur les raisons pour lesquelles tout le monde... Alors, c'est justement ce pourquoi le parquet... J'entends. En fait, c'est assez simple, c'est que c'est justement ce qui va embêter le parquet européen, c'est que les différentes victimes que nous ne contrôlons pas, donc en fait, quand on me dit quelles sont les dispositions, je peux vous les expliquer, mais vous êtes libre de le faire et je ne peux pas vous en empêcher. Donc quand bien même je voudrais essayer, je ne peux pas. Donc quiconque s'estime victime, vous pouvez avoir un viol par exemple, si 4 autres personnes disent qu'elles ont été violées par le même violeur, elles se joignent pour à peu près les mêmes faits, donc on a une procédure un peu collective. Ici, si ils estiment qu'ils ont des préjudices qui sont différents du mien, et bien en fait ce qu'on va avoir c'est
des victimes qui ont des natures de préjudice différentes. Et pour le moment, je vous rappelle que c'est l'EPPO qui essaye de dire qu'aucune des victimes n'a intérêt à agir. Donc c'est plutôt favorable pour nous et embêtant pour eux. Donc voilà, c'est que les gens soient préjudiciés de différentes natures. Tout le monde a le droit de réclamer la réparation d'un préjudice, tout le monde a le droit de dire j'ai été victime de la violation de mes droits fondamentaux ou de la corruption et de faire valoir ses droits en justice. Donc ça, c'est un peu hors de notre contrôle, hein, pour être honnête. C'est hors de notre contrôle, mais moi j'ajoute quand même que lorsque Mme Jeanine Small a été auditionnée par le Parlement européen en lieu et place de M. Bourla, elle a parlé des SMS, mais elle a quand même reconnu publiquement qu'il savait que ce produit n'avait pas de capacité antipandémique ab initio. Ce qui suppose de se poser la question de la légitimité des mesures de contrainte sanitaire et de leur proportionnalité avec l'objectif de santé publique affiché, avec la poursuite de cet objectif. Or, vous savez très bien qu'on peut considérer que si finalement ces mesures étaient disproportionnées, alors elles ont porté atteinte à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté de chacun de nous et ont entraîné des discriminations. Donc ça, ce sont des variétés de préjudices que beaucoup peuvent faire valoir. Comme je l'ai dit, il y a aussi les victimes, ceux qui ont été vaccinés, qui pensent peut-être que ce vaccin leur a occasionné des lésions et des dommages, auraient peut-être fait un choix différent, comme je dis, en lisant les contrats. Parce que dans ces contrats, il y a cette question-là. On a dit aux gens, allez vous faire vacciner pour protéger les autres. Et là, c'est un problème de transparence aussi pour tout le monde, puisqu'on n'a pas donné une information sincère et véritable. Et enfin, j'en ai la question de la sécurité aérienne. C'est une question qui est transpartisane, comme qui est pour tout le monde. La sécurité aérienne, tout le monde a envie de se sentir en sécurité dans un avion. Et il est légitime que ces contrôles aient été faits par les ASA. C'est leur rôle, comme je vous l'ai dit. On ne peut pas piloter. Si vous avez pris un antihistaminique, imaginez la question. D'ailleurs, la responsabilité porte sur le pilote aujourd'hui. Donc c'est le capitaine qui va être responsable pour les autres institutions, parce que c'est lui qui est le commandant de bord. À la fin, on lui dira, voilà. Et on a quand même un problème. Je disais tout à l'heure, il y a une mécanique pour porter atteinte aux droits fondamentaux. Il faut que l'atteinte soit légitime, proportionnée, strictement nécessaire. C'est la première contrainte. Et puis après, l'objectif poursuivi. Sinon, on est dans un cas de violation arbitraire de droits fondamentaux ou éventuellement d'abus de droit. Il y en a un autre qui est l'autorité publique, c'est pas un citoyen. L'autorité publique a la charge de la preuve, ce que la commission von der Leyen a commencé à inverser d'une manière un peu violente. Ça veut dire que normalement, elle doit démontrer de manière concrète, comme par exemple elle veut faire obstacle à la transparence, qu'elle a un motif légitime. Et pourquoi est-ce qu'elle a la charge de la preuve, qu'elle doit l'établir de manière vraiment concrète? C'est parce qu'elle peut voir, par exemple, les contrats. Donc, vu qu'elle peut avoir connaissance de l'information, elle peut plus facilement justifier pourquoi elle ne la donne pas. Ce qu'elle fait, c'est inverser en disant, vous, citoyens, justifiez pourquoi vous voulez exercer votre droit à la transparence. Et donc, on a un problème qui est, aujourd'hui, on se rend compte que ces contrats qui ont été cachés, je le rappelle, même à l'essentiel des parlementaires européens, qui ont une mission de contrôle de l'activité de la Commission. Hein, ça fait partie des missions des parlementaires. D'ailleurs, on a dans les députés, si je m'abuse, quelqu'un qui est quand même en train d'affirmer qu'on a entravé sa mission parlementaire de contrôle de l'activité de la Commission. Et donc, en fait, ces contrats, la Commission elle-même, elle ne pouvait pas les ignorer. Donc, moi, je peux encore dire... Le Parlement européen a été trompé en votant un texte éventuellement liberticide parce qu'il a estimé que c'était légitime, proportionné et strictement nécessaire. Sauf que si Mme von der Leyen leur a caché une disposition du contrat qui était de nature à dire exactement le contraire, ça veut dire qu'on les a obligés à agir sur une base arbitraire. Et ça, en droit belge, il y a l'article 151 du Code pénal qui prévoit que c'est une infraction. Et puis, là, je me permets d'ajouter aussi, pour éviter les confusions, il y a des partis politiques qui ont rejoint de tous les pays. Il y en a un italien qui s'appelle Génération Future, il y a Honneur aux Belges, un parti qui s'appelle Vivant, et nous avons les Français et les Patriotes, c'était dans la presse. Mais la question de la transparence, c'est une question dont tous les partis politiques européens devraient saisir. La transparence, elle est pour tout le monde, c'est pour que tout le monde le voit. C'est un intérêt fondamental des citoyens. Comme je l'ai dit au départ, la démocratie, c'est pas juste de voter, c'est de pouvoir contrôler. Et je trouve salutaire pour la démocratie que des partis politiques viennent au nom de leurs adhérents dire mais nous c'est ce que nous demandons en tant que citoyens, nous avons ce droit. Le droit de vote, c'est un droit personnel, celui de contrôle également. Et je trouve formidable que tous ces partis se joignent parce qu'il y a une chose qui est fondamentale aussi. Là, on parle de vaccins, mais il y a
au niveau supérieur, il y a une question de contrôle de l'action publique. Vous avez bien compris que Mme von der Leyen explique qu'elle n'a pas archivé ces SMS. Il y a un règlement européen sur les archives publiques. Les archives publiques, vous pouvez tous consulter, ça permet de savoir comment les décisions ont été prises. Aujourd'hui, ils affirment, et ce qu'elle dit, je n'archive pas, qu'ils n'ont pas archivé les short-lived messages, parce que par principe, selon eux, mais c'est leur idée, qu'il n'y aurait rien d'important dans des textos. Moi, je sais parfois ensuite le texto, il y a des choses dedans, il y a 3 lignes, c'est très important. Mais on le voit bien qu'il y a des scandales actuellement de WhatsApp files, de ceci, de cela. On voit bien que l'action publique se fait par texto, pour être soi-disant plus rapide. Venir les exclure par principe de l'archivage public, mais c'est nous empêcher tout un chacun de contrôler cette action publique dans n'importe quel domaine, sachant mais que les messages, moi je suppose quand même que donner son téléphone professionnel à sa secrétaire à la fin de la journée pour y mettre un câble et récupérer les messages, je ne vois pas quelle est la difficulté. Mais aujourd'hui, les partis politiques doivent se saisir de cette question d'atteinte à la transparence, parce que les citoyens ne pourront plus contrôler le mécanisme d'action publique si on met de côté tous les SMS. Je vous rappelle quand même qu'ils ont toujours des boîtes mail officielles, hein, donc ils sont toujours capables d'envoyer des emails avec la preuve du contraire. Bien sûr. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on ne met pas en branle cette mécanique nouvelle de violation systématique des droits fondamentaux, on va avoir un problème. Je vous évoque un autre exemple. Je crois que vous connaissez Madame Eva Kaili, hein, qui a été rendue célèbre récemment. Madame Eva Kaili, elle fait partie d'un groupe de 49 députés européens qui ont fait l'objet de rapports secrets de l'OLAF, qui ont été tenus secrets par Madame Roberta Metsola, hein, qui connaît bien Madame von der Leyen, qui est la présidente du Parlement européen. La presse, il y a une partie des journalistes qui a déjà essayé de se joindre à l'effort pour essayer d'obtenir la copie de ces rapports secrets, mais on ne comprend pas pourquoi ils le sont, de l'OLAF. Je vais vous dire le type d'abus dans lequel on se trouve, et ça nous touche pour le Luxembourg. La Commission nous sort comme excuse pour ne pas nous donner les rapports de l'OLAF sur des députés qui ont détourné des fonds publics, d'accord, 49, qui est le droit à la vie privée des députés. Donc, si je veux le rapport et qu'ils anonymisent le rapport, il ne me sert à rien, donc on ne me le donne pas. C'est quand même un peu violent, parce que dans l'annuaire du Parlement européen, il y a le nom de tous les députés, leurs collaborateurs, leur CV, tout ce que vous voulez. Mais par contre, quand c'est dans un rapport de l'OLAF sur des faits infractionnels qui sont imputables à des députés, là, il aurait une vie privée, parce que sa vie professionnelle fait partie de sa vie privée. C'est un délire administratif incroyable, et c'est d'ailleurs ce qui nous a été évoqué à Luxembourg. Aucun des agents que nous avons vus au siège bruxellois et luxembourgeois de l'EPPO n'a accepté de s'identifier. Ils ont tous dissimulé leur badge. D'accord. Et nous avons obtenu une signature de quelqu'un qui nous a dit qu'elle ne mettait pas son nom, son prénom et sa qualité par respect pour sa vie privée. Et donc on est dans un délire en matière de violation de principes de droits administratifs et de droits fondamentaux. Et c'est vrai qu'on a cette affaire-ci, mais si on ne s'attache pas à sanctionner les infractions, ça veut dire que ce principe, on accepte qu'il se généralise à toutes les affaires. Et ça, on y est vraiment fondamentalement opposé. Et c'est la raison pour laquelle on ira jusqu'au bout, même si ça prend 10 ans, hein, faut être honnête. Et puis c'est une question de responsabilité. Quand les gens sont fonctionnaires, pourquoi ne pas vouloir s'identifier? Très sincèrement, c'est pour qu'on vous retrouve pas. Alors qu'à partir du moment où vous exercez des responsabilités de fonctionnaire, les policiers, ils ont leur matricule. Enfin, il n'y a pas de raison de ne pas vouloir donner son identité. Et ça, c'est une des premières infractions, effectivement, à relever. C'est une obligation de faire. Juste une question simplement, en fait, Ouais. sur si on attend la décision de la Chambre du Conseil, est-ce qu'elle doit simplement trancher sur le parquet, ou non parquet compétent pour continuer à mener les poursuites, ou est-ce qu'elle pourrait déjà décider de dire votre dossier est recevable ou irrecevable et l'enterrer royalement? Alors, ce qui a été convenu, parce que en gros, vu le sac de nœuds que c'est devenu à cause de l'EPPO et la qualité de Madame von der Leyen, hein, donc ça n'arrive pas tous les jours, donc même pour eux, c'est un peu délicat de comprendre quel est le cadre, parce qu'ils n'ont pas de cadre habituel, hein, donc c'est assez compliqué. Il a été convenu à peu près entre tout le monde, que ce soit les partis adverses ou les plaignants, même le juge d'instruction et la présidente et le PPO, qu'il fallait quand même nourrir la réflexion de manière collective pour savoir quelle était la procédure à appliquer. Donc en fait, on a 3 critères que j'évoquais en début de conférence, qui sont les questions d'immunité, les questions de compétences et les questions d'intérêt des victimes. Et donc, en gros, on a la charge jusqu'au mois de décembre, où il y aura une nouvelle audience, d'éclairer de manière circonstanciée la Cour, enfin la Chambre du Conseil, sur quelles sont les considérations des uns et des autres à ce propos-là. Mais Donc, en attendant, l'enquête continue. Oui, c'est et ça. donc, en attendant, c'est un peu c'est plus compliqué que ça. C'est que le dossier est remis à disposition du juge. Mais il n'y a pas d'enquêteur qui travaille pour l'instant.
Ça, on commence à aller sur le fond, on ne peut pas vraiment répondre, mais le dossier est remis à disposition du juge. D'accord ? Donc si le juge estime, quand il a reçu le dossier, qu'il est toujours compétent pour agir et qu'il veut prendre des réquisitions et effectuer des devoirs, a priori, il aura le droit de le faire. C'est ce qu'a dit la présidente. En ce moment Normalement, on lui remet à disposition, mais il a des doutes procéduraux, je pense, et il veut écarter ses doutes pour être sûr que son action est bien légale, donc c'est tout à son honneur. Et donc, s'il les écarte, à mon sens, il est libre de prendre toutes les dispositions qu'il veut. Oui. C'est ce qui nous a été expliqué pendant l'audience. Mais quel parquet? Enfin, je veux dire, qui va... Ça veut dire Il y a le no man's land du parquet. Parce que pourquoi le procureur n'était pas là? Ah, mais c'est une grande question qu'on a posée à l'audience en expliquant qu'il fallait pour la prochaine audience. D'ailleurs, moi j'invite tout le monde à écrire au procureur du roi pour savoir s'il va bien d'abord, s'il a remis sa démission au roi parce que je peux lui donner l'adresse du palais royal, et s'il continue d'exercer ses fonctions parce qu'alors il doit se manifester, intervenir. Mais c'est le point précis que vous venez de dire. Ça veut dire qu'après l'audience, et le parquet liégeois et le parquet européen peuvent, selon vous, tous les deux continuer à travailler, à avancer sur leur enquête s'ils le souhaitent. Ils ont les mains libres de deux côtés en parallèle. Alors, c'est pas vraiment le parquet qui fait l'enquête, normalement, c'est le juge qui est censé demander des moyens au parquet. Et donc, le bordel de la situation, c'est que, vu qu'on a des gens non compétents qui sont déclarés compétents en évinçant ceux qui l'étaient, en gros, on se dit, oui, mais on n'a plus de parquet, comment est-ce qu'on réalise les travaux et les réquisitions? Donc c'est un vrai casse-tête de juridiction, si vous voulez. Et donc on est un peu pour le moment sans conclusion, et donc c'est pour ça que les avocats des différentes parties ont un calendrier qui ne vous est pas communiqué, mais qui sert à justement préciser les différents aspects. Et donc quand on lit dans la presse que le PPO a repris l'enquête et que la Pologne veut sortir de l'enquête, qu'est-ce qu'il en est réellement pour le lecteur, on va dire? Donc le PPO a-t-il repris l'enquête ou pas? Et la Pologne est-elle dans la plainte ou pas? Alors, pour une première chose, les avocats de la Pologne se sont présentés à l'audience, ont noté le calendrier comme tout le monde et n'ont pas expliqué au juge qu'il ne serait pas le 6 décembre. Je pense qu'ils vont être là. D'ailleurs, on peut quand même dire qu'a priori, ils n'ont pas affirmé qu'ils se retiraient, donc l'information, à mon sens, est fausse. Et ils avaient préparé leur dossier et ils ont aussi plaidé leur affaire. Ils n'ont pas d'instruction, on va dire, de sortir. Ça, on ne sait pas ce qu'ils ont comme instruction, mais en tout cas, on peut constater que oui, ils étaient avec nous. D'ailleurs, ils sont sortis en même temps que nous de la salle d'audience, donc tout le monde a pu les voir, et qu'ils ont bien assisté à la plaidoirie, qu'ils n'ont pas affirmé durant leur plaidoirie que leur État avait décidé de se retirer de l'affaire. Ils ont même développé des considérations par rapport à la procédure. Donc je pense qu'un État qui voudrait se retirer dirait je ne suis plus intéressé, je ne m'exprime pas. Donc là, c'est manifestement pas le cas. Donc l'information qui a été largement reprise était fausse. Le PPO a-t-il repris ou pas? Non, et c'est l'objet de la décision qui sera rendue le 6 décembre. Le 6 décembre, on saura finalement qui est compétent pour continuer cette enquête. Est-ce que c'est le PPO, ce qui entraînera l'annulation de toute l'enquête qui a été faite par le magistrat belge depuis le début, ou est-ce que c'est bien le juge d'instruction belge qui, lui, pourra aller au bout de cette affaire? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la mesure où le PPO voulait arrêter cette affaire pour le 17 mai, l'aspirer et ne plus avoir de victimes autour, le fait qu'il y ait eu une remise, du fait de la complexité de l'affaire, pour pouvoir l'éclairer jusqu'au 6 décembre, ça implique effectivement que le dossier revient entre les mains du magistrat instructeur, du juge Freinet, et si des demandes lui sont faites, c'est à lui, dans ce cadre, d'apprécier s'il doit y donner suite ou pas. Donc effectivement, pendant 6 mois... Et pour vous dire, comme c'est une procédure unique et qui crée des préjudices, nous, par exemple, on est quand même assez choqués que le dossier ait été mis à disposition des parties adverses en l'état. Parce que c'est quand même relativement incomplet. Je crois que d'ailleurs la Hongrie partage notre avis parce qu'elle a fait une demande de devoir complémentaire. Donc voilà, mais on a pu donner à connaître, donc c'est un peu embêtant. Mais la question qui va se poser après, c'est quand bien même nous ne serions pas fondés en matière d'intérêt, qu'est-ce qu'il va advenir du dossier qu'on a communiqué à toutes les parties lorsque les parties ne seront plus soumises au secret de l'instruction? Quel dossier a été donné? Celui qui est dans les mains du... Alors un dossier d'à peu près 2000 pages, voilà. Mais donc, aussi le dossier dans les mains du juge Freinet. Le dossier du juge Freinet qui est quand même mis à disposition normalement de l'EPPO et a été mis à disposition de toutes les parties qui ont été convoquées hier.
pour être Ok, plus- tout le monde a ça maintenant. Donc, et c'est pour ça qu'on vous dit qu'en fait, on est quand même soumis au secret de l'instruction parce qu'on a eu accès au dossier, et comme toutes les autres parties, c'est pas seulement. En fait, quand le juge fait son instruction, il y a un secret de l'instruction et les parties, même nous, n'ont pas nécessairement accès puisque justement, quand on fait des actes d'enquête, il ne faut pas qu'ils soient perturbés. Donc, c'est au juge d'instruction, quand il fait son instruction, quand on lui demande est-ce qu'on peut avoir accès, de vous dire oui ou non. Par contre, à partir du moment où la chambre du conseil est saisie, c'est qu'a fait le PPO, c'est le PPO qui a choisi, Qui a forcé, en fait, hein. cette audience. Et à ce moment-là, toutes les parties doivent avoir accès, à minima, c'est la loi 15 jours avant l'audience, à tout le dossier pour pouvoir présenter leur défense. Donc, évidemment, toutes les parties qui ont été convoquées, c'est-à-dire Madame van der Leyen, les sociétés Pfizer, BioNTech, Monsieur Baldan, moi-même, les différentes parties que je représente, nous avons eu accès à ce dossier qui a été mis entre nos mains. C'est les droits de la défense, c'est la loi. Et donc, effectivement, il y a une question, il y a une interrogation juridique qui se pose. À partir du moment où ce dossier a été remis à toutes les parties civiles, parce que c'est la loi et que c'est l'obligation, je ne suis peut-être pas avocat en Belgique, mais j'ai quand même pris mon code de procédure, je n'ai pas vu qu'ils aient, les parties civiles, l'obligation de restituer ensuite ce dossier. Si vous êtes tenu au secret quand vous concourez à l'instruction. Si on vous dit, madame, monsieur, vous n'êtes plus victime, vous n'êtes de rien, quid effectivement du dossier qui a été consulté et qui a été remis à disposition des parties civiles pour l'audience. Effectivement, il y a une vraie question qui va se poser à ce sujet-là. Mais du coup, Moi j'ai une question. Oui. Comment considérez-vous l'attitude du juge d'instruction si j'ai bien compris, à réaliser une demi-instruction, puisqu'il n'a pas réalisé les actes que vous demandiez, à savoir des perquisitions, pour récupérer des fameux SMS par exemple, ou d'autres documents utiles à l'enquête? En fait, c'est comme on vient de le dire, le PPO a forcé l'audience. Donc en fait, si le juge avait été libre, à mon sens, de faire son instruction indépendante et librement, on n'aurait pas eu cette audience. C'est le parquet européen, donc le PPO, qui s'est déclaré compétent, qui, si je dois le dire platement, essaye de saboter le dossier. Donc, et c'est lui qui nous a contraints, par des actes de procédure, à aller devant la Chambre du Conseil. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a essayé de se procurer leur dossier à eux, parce qu'on a compris que manifestement, au vu des témoignages, ils dissimulaient des éléments importants au juge d'instruction. Chose pour laquelle maintenant on a quand même signifié le juge à ce propos, parce qu'on est un peu choqué s'ils ont une obligation de coopération loyale, qu'ils tiennent des éléments secrets, même pour le juge d'instruction. Ça commence vraiment à nous embêter. Mais donc, moi, a priori, je vois que le magistrat n'a pas pu aller au bout. Et je crois que ça a été soulevé par un avocat d'ailleurs des personnes mises en cause, qui ont dit le juge n'a pas été libre d'instruire à décharge. Et c'est vrai, et je souhaite qu'il instruise aussi à décharge. Je ne vois pas l'intérêt de prendre un juge d'instruction s'il ne fait pas la charge et la décharge. Et donc c'est un problème. Donc aujourd'hui, on aimerait bien voir aussi s'il y a des éléments qui concourent à l'innocence de Madame van der Leyen, mais on n'a pas laissé le juge le faire. Mais jusqu'à présent, Attends, peut-être... Ma question n'était peut-être pas assez claire. Ouais. Moi, j'ai l'impression que le juge s'est d'une certaine manière un petit peu auto-censuré en faisant certains actes d'instruction faciles à réaliser, c'est-à-dire récupérer des rapports qui sont déjà dans le domaine public. Mais lorsqu'il s'agit de poser des actes d'instruction forts, comme une perquisition, ça n'a pas eu lieu. Alors, en fait, c'est ce qu'on a réexpliqué. En fait, c'est que quand même le juge, quand il veut requérir des moyens, les demande au parquet, et vu que le procureur du roi est signalé disparu, en fait, il doit les demander à l'EPPO qui ne veut pas les réaliser, a priori. C'est pour ça qu'il nous envoie d'ailleurs devant la Chambre. Et donc, c'est pour ça qu'on est très embêté et qu'on dit qui représente le ministère public. Nous, on ne comprend pas. D'ailleurs, moi, je ne considère pas que le PPO peut être le ministère public en Belgique. Et donc là, on a un vrai problème qui est, on a un juge d'instruction un peu flottant qui n'a plus de parquet. Donc c'est un vrai problème. C'est inédit. Si on n'avait pas eu ce nouveau règlement, le PPO, est, je crois, est en fonction depuis juin 2021. Donc, et comme arrivé à avoir des problèmes avec 4 États membres depuis. Donc on est le 5e avec la Belgique. Sur 22 signataires initiaux, ça fait un quart des États membres a un problème d'application de ce règlement. Donc on voit qu'en fait, plutôt, normalement, ils sont là pour concourir à la poursuite des infractions. D'accord ? Donc ils doivent aider, en fait, ils doivent favoriser la coopération et la coordination
entre les différentes justices des États membres. Ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, ils ont un rôle perturbateur et qu'à aucun moment, ils n'ont par exemple demandé à 5 pays européens différents de lancer des procédures en même temps qu'eux. Non, tout le monde est venu en Belgique, il y a une seule juridiction, tout le monde était au même endroit. À quoi ils servent, on comprend pas. Et donc, vas-y. Pour répondre aussi à une question, si on s'interroge, on dit qu'à partir des documents publics, il y a quand même des indices graves et concordants qui permettent de soupçonner la commission des infractions. Vous savez que parfois on peut aussi faire des jugements sans passer par des instructions, par exemple en citation directe. À partir du moment où on peut penser que quelqu'un n'a pas d'immunité puisqu'elle a agi secrètement en dehors de tout mandat, on peut aussi imaginer d'agir autrement parce que puisque on porte une base en destruction de documents publics, libre à la partie qui est accusée de les produire. Si vous voulez, on n'est pas tout seul quand même. Et le silence en lui-même est une preuve. Au bout d'un moment, ça fait 2 ans que personne ne produit rien. Néanmoins, on a la médiatrice européenne qui le dit, qu'il y a un problème, la Cour européenne des comptes. Il y a tout le monde qui le dit. Ça saute aux yeux au bout du compte. Moi, est-ce que cet dossier, même au-delà des actes d'enquête, que les uns peuvent vouloir ou pas vouloir, mais moi, de mon point de vue, même avec des éléments publics et extérieurs, je suis avocat, mais je serais vraiment embêté si on m'assignait en citation directe, en disant finalement, avec les éléments déjà extérieurs, n'est-ce pas suffisant? Et c'est ça la grande question, parce qu'à force de ne pas répondre, eh bien tous ces silences concourent à apporter une preuve. C'est ce qu'on voit, en tout cas, c'est ce dont on peut tous se rendre compte aujourd'hui. Mais le parquet belge... Bon, je crois qu'il n'y a plus de doute que maintenant, celui-là ne veut pas donner ses SMS et qu'il ne le fait pas volontairement, donc il y a quelque chose à cacher. Mais c'est quand même interpellant que ce soit un citoyen qui doit faire appel à ça et que les États membres, avec leur ministre, ne s'interrogent pas de qu'est-ce qu'elle cache et comment est-ce que le procès pourrait faire cascade et interpeller après... Comme on l'a expliqué, il y a 2 États membres avec nous. Oui, d'accord. Donc c'est pas les États membres s'intéressent quand même, ça dépend lesquels. Et donc effectivement, on considère que tous les États membres devraient le faire. Oui, ça c'est sincèrement, c'est aussi une question de souveraineté des juridictions nationales. À partir du moment où il y a un principe de subsidiarité, celui qui doit enquêter est celui qui est le mieux placé, à l'évidence, le PPO a un conflit d'intérêts tel, vu la situation historique, qu'il n'est pas le mieux placé. Et moi, je considère aussi, d'ailleurs, si on y pense, il y a un contrat cadre, ce qu'on a compris, et ensuite on explique que c'est chaque pays qui a commandé. Nous, on voit ça comme des, enfin, je dis nous, mais comme des marchés publics subséquents. Donc il n'y avait pas de raison finalement, forcément, de penser, de ne pas dire, tiens, les commandes qu'a fait la France, c'est le droit français qui va le juger, commandes qu'a fait l'Italie, c'est l'Italie qui va le juger. Il y a eu une espèce de regroupement au niveau de Bruxelles qui a complexifié énormément les choses. J'imagine quand même qu'il va se poser une question marrante, qui est quand les membres du Conseil, incluant la Pologne et la Hongrie, qui étaient présents à l'audience, vont devoir voter en interne pour décider qui sera candidat. Ça veut dire qu'on aura dans les gens qui votent des gens qui sont des plaignants dans une affaire pénale contre éventuellement le candidat. Moi, je ne sais pas comment ils vont faire pour se départir de ce problème. Et puis, parce qu'on a parlé des partis politiques, le PPE, qui est le Parti populaire européen, lui-même, normalement, je suppose qu'il a comme peut-être une charte de bonne conduite. Par exemple, les Patriotes ont montré la leur. Les autres partis aussi se sont tous engagés sur la moralité et la transparence. On peut se poser la question aussi des valeurs que représente le Parti populaire européen s'il maintient de lui-même la candidature de Madame von der Leyen. Il y a une question? C'est oublié. Non, mais je pense que c'était... ouais. Bah alors, il n'y a plus personne? J'ai une question qui m'a été envoyée par Verity France. Donc, de votre point de vue, est-ce que l'action de l'EPPO ne ressemble pas à une tentative d'enterrement de première classe du dossier? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on doit le dire platement, c'est à peu près ça. C'est une ingérence qui essaye de plier le dossier. Et les autres États qui ont des différends avec eux, on connaît... On ne sait pas pour le moment, il y a d'autres États qui pourraient être candidats. En tout cas, il y a d'autres États qui ont été assignés en paiement, et notamment la Roumanie par Pfizer, et qui a été assignée en paiement en Belgique. Non, ce que je veux dire, c'est les autres parquets d'autres États membres qui sont endettés. En fait, ils vont avoir le problème de juridiction, comme on expliquait, avec les contrats en fait, qui prévoient que la juridiction est belge. Donc a priori, c'est eux qui risquent de se retrouver dans des situations d'incompétence quand ils essayeront d'accuser Pfizer, BioNTech et les autres. Non, je disais, il y a 4 autres États. Ah non, pardon, ok, je vois la question. Donc en fait, il y a 4 États qui ont eu pour lesquels il y a eu des signalements à la Commission d'incompatibilité ou de problèmes, de litige avec le PPO.
Je me souviens plus de la liste exacte. Il y avait la... Mais ça, c'est public, on peut... Oui, c'est public, donc c'est dans la conférence du 24, du 9 avril de Madame Covesi. Simplement sur la question de Verity aussi, pour l'enterrement de première classe, la réalité c'est que toutes les victimes qui se sont manifestées sont courageuses, parce que c'est aussi, tout souvent il y a une question d'organisation, il y a beaucoup de gens qui sont lésés, et particulièrement je pense les gens qui ont pu être victimes d'effets secondaires parce qu'ils veulent la vérité. D'ailleurs c'est le nom de cette association, c'est le but aussi de la transparence, c'est la vérité pour nous tous. Et donc, moi je trouve formidable, là encore, comme les partis qui se sont joints, que des particuliers fassent cette démarche courageuse. Une question un peu poil à gratter. Hein, mais, non, c'est pas grave, c'est gratuit. Non, mais vous avez, pendant toute la conférence de presse ici, beaucoup parlé de la défense des droits fondamentaux et de votre attachement à ça. Quand ici, à la cause, il y a des pays comme la Hongrie, dont on peut quand même se demander, qui a déjà été épinglée elle-même pour non-respect de certains droits fondamentaux, ou des sympathisants d'extrême droite qui semblent vous rejoindre à la cause, vous ne vous dites pas que cette fusion des participants nuit à votre message à vous Vous savez, d'abord, les droits fondamentaux, c'est pour tout le monde. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a une idéologie politique particulière qu'il a des droits fondamentaux différents. Donc, le droit à la transparence, par exemple, on peut être de gauche, de droite, gentil, méchant. Tout le monde y a droit, c'est inaliénable, c'est pour tous. Et c'est ce qui fait qu'on fait société, d'ailleurs. Moi, j'ai pas d'affiliation politique, je cherche pas à en avoir. Par exemple, le parti, je suppose que vous avez visé le parti de Florent Philippot, je ne l'ai jamais rencontré avant hier, je ne lui ai jamais parlé avant hier, donc je l'ai croisé dans le palais de justice, donc comme ça pourrait éclairer ceux qui ont fait des... Moi je me pose la question, parce que c'est une question pour la gratter, mais il faut la retourner dans l'autre sens. La vraie question, c'est quand même tous les partis politiques qui n'ont pas demandé la transparence sur les contrats. Il y a quand même eu un nombre de députés de gauche, mais vraiment tous au Parlement européen, qui ont refusé la transparence. Donc il faut se poser la question. La Hongrie, les droits de l'homme, mais les droits de l'homme, la question elle se pose ici en Belgique quand le parquet européen envoie quand même la police à un avocat. Non, mais les droits de l'homme, mais ça c'est très important parce que faire une confusion sur les gens. Moi, pour les partis politiques qui se joignent, j'espère qu'ils sont de tous horizons, parce que c'est leur rôle de rappeler cette transparence, et ceux qui ont siégé au Parlement européen, tous ces députés qui n'ont pas demandé la lumière, eh bien j'espère qu'ils vont être remplacés par des députés qui, eux, voudront la faire. Et pour être clair, là, on avait quand même une excellente députée avec qui j'avais une attache assez particulière, qui était Michèle Rivasi, qui est décédée et donc qui ne peut pas prendre connaissance et qui ne peut plus agir. Elle a une action remarquable dans le cadre de ce dossier, voilà, et qui n'était pas quelqu'un d'extrême droite et à qui j'ai été assez proche. Et donc voilà, normalement il faudrait une pluralité. Et moi, ce qui m'interpelle à la fin, c'est que c'est encore plus grave pour le camp politique qui prétend avoir comme valeur quasiment exclusive les droits fondamentaux et qui ne vient pas aujourd'hui où ils sont en phase de destruction les défendre. Moi, c'est un vrai problème personnel. Donc, on me fait souvent ce grief. Hein, donc, je vois bien, en fait, par exemple, les journalistes qui ne connaissaient pas l'ensemble du nom des partis, parce qu'il y en a vraiment un grand nombre. Par exemple, les pilotes, les hôtesses, je ne sais pas de quelle conviction politique ou religieuse ils sont, mais il y en a un nombre incroyable, donc ils ne sont pas tous du même horizon. Donc voilà, mais très clairement, là, il s'agit de droits fondamentaux, ça devrait être transpartisan. Et donc, de focaliser systématiquement sur de toute façon ces partis ou pays dont on n'est ni les ressortissants ni les adhérents, eux au moins ont le mérite d'être venus pour le moment, et on invite les autres à venir défendre les droits fondamentaux de la même manière. Il n'y a pas de raison que eux soient mis en avant comme les seuls défenseurs des droits fondamentaux, mais libre à n'importe qui, même en Belgique. Il y a Marc Botenga dans les députés européens, il y en a beaucoup, donc vous pouvez aller les interpeller en leur demandant pourquoi vous, vu quand même, c'est comme une évidence aujourd'hui qu'il y a une violation des droits fondamentaux par rapport à ce contrat et ces SMS. Tout le monde le voit, un enfant arriverait à conclure comme un procureur. Et donc à ce moment-là, on se demande pourquoi les autres, vu l'évidence, refusent de venir faire cause utile. C'est fou. Moi je sais, c'est public, que le parti belge Vivant, qui a des députés dans le Parlement belge germanophone, a fait cette demande. Mais ils sont les seuls. Comment se fait-il que tous les députés belges ne l'aient pas fait? Mais c'est une démarche évidente et Vivant a raison de le faire. Toutes les partis qui le font ont raison, d'où qu'ils viennent. La vraie question, c'est nous, dire que la Hongrie et les autres ne sont plus un état de droit. Nous, il faut s'interroger aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un état membre? Est-ce que c'est vraiment un état de droit? Non, mais est-ce que c'est toujours... D'abord, ces pays, en plus, restent toujours des membres à part entière de l'Union européenne, donc on ne peut pas les traiter de manière distincte des autres États membres. Donc, c'est une union de 27 pays, c'est 27 pays qui ont les mêmes droits, donc on le voit aussi de cette manière-là. Mais très clairement, bon, voilà...
on est dans une situation où ça devrait vraiment dépasser ces clivages dichotomiques, idéologiques qui à la fin privent les gens de débats intelligents. Donc voilà, et c'est vraiment... moi, personnellement, je ne comprends pas. J'ai vu beaucoup de gens faire des oppositions gauche-droite pour se justifier de ne pas agir. Oui, Je trouve ça dérangeant quand il s'agit des droits fondamentaux. Ah oui, moi je pense que ce qui est dit ici, c'est une façon de ne pas agir, de dire bah tiens, comme je n'aime pas celui qui l'a demandé, bah moi je ne vais pas le faire. Parce que moi, sachant que je pense que Frédéric Marlin a tout à fait raison sur cette question, et c'est vraiment le rôle de tous les partis de réclamer, de faire la même chose que Vivant, de faire la même chose que les Patriotes ou Génération Future, à mon avis. C'est d'ailleurs le sens de cette action. Tout le monde doit réclamer cette transparence. Et pour vous informer, par exemple, au niveau européen, que je connais mieux que voilà, presque donc au niveau belge, mais il y a eu un vote sur ce qu'on appelle le EU Digital ou Covid Certificate, qui est l'application généralisée de nos CST ou passes sanitaires. C'est une mesure qui a été quand même liberticide, hein, aujourd'hui c'est quand même très évident, qui a d'ailleurs fait intervenir des lobbies pour arriver à justifier son existence. Et en réalité, quand on regarde qui a voté pour et qui a voté contre, on n'a même pas la même représentation qu'à l'audience. Donc en fait, en Belgique, je vais vous dire, il n'y a que 2 députés de mon souvenir qui ont voté contre, c'est Marc Tarabella et Marc Bottenga. Donc c'est plutôt l'extrême gauche et le parti qui est classé à gauche. Donc encore une fois, les partis de droite dans certains pays ont voté contre. C'est vrai qu'ils sont plus majoritaires contre cette disposition. Mais pour nous, c'est un problème général. C'est même effrayant de voir qu'il y a une masse telle de politiciens d'un peu tous les horizons qui ont pu voter des dispositions contre les droits fondamentaux. Moi, franchement, ça m'effraie. Hein. C'est l'inverse de la démocratie. On va devoir... on est déjà à midi. Donc, si vous voulez vraiment très vite pour ne pas vous priver de questions. Ouais, c'est vraiment une simple question pour les citoyens. Donc en fait, on constate quand même, que nous, moi je parle en tant que Belge citoyen, quand il y a un gros problème systémique, d'ailleurs le mot revient souvent dans votre bouche, c'est systémique. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure d'un fonctionnaire qui refuse de donner son nom pour une situation de vie privée. On retrouve ça jusqu'à la police. Parce que nous, on est souvent dans les manifestations et on voit que la police ne porte plus son matricule. C'est systémique. Pourtant, l'article 41, il est ce qu'il est. Donc, vous demandez sa carte de légitimation et vous téléphonez au 101 s'il ne vous la présente pas. Oui, mais le problème, on a déjà essayé tout. Mais bon, c'est juste pour montrer que c'est vraiment un problème de tronc. Et la dernière question, et puis on quitte. Comment expliquer la protection dont jouit von der Leyen parce qu'on a vu que Charles Michel a eu des problèmes pour moi avec ça. Il était beaucoup plus malmené dans les médias. Mais elle, apparemment, elle a l'air d'être vraiment intouchable. Alors, intouchable, je ne sais pas. Maintenant, elle a négocié des contrats qui valent des dizaines de milliards, donc je suppose que ça crée, ça crée des solidarités. Mais bon, voilà, dans la mesure où on n'a pas appliqué les textes nécessaires à sa suspension, ça pose un vrai problème. Et donc, en fait, la suspension, normalement, elle contribuerait au fait que l'enquête peut être sereine, même pour le PPO, hein, admettons qu'il soit compétent, et je trouverais ça délirant, mais eux-mêmes, ils devraient réclamer qu'elle soit suspendue pour ne pas nuire du fait de sa fonction à l'enquête qui est celle du juge. Je dirais pas ça, vous savez, nous, en droit français, quand quelqu'un est convoqué au tribunal et qu'il se prend par la voix de son avocat, on dit qu'il a été touché par la procédure. Donc elle n'est pas intouchable, elle est bien arrivée. Il faut quand même se rendre compte qu'elle a pris, il y a eu des avocats qui sont venus, donc c'est quelqu'un en fonction, en plus haute fonction de l'Union européenne, qui a un procès en cours et dans lequel on trouve normal de la convoquer devant la justice pénale. C'est extrêmement... Donc je pense que c'est difficile, mais je ne la crois pas intouchable. Je trouve que c'est ce que nous avons réussi à faire, c'est qu'elle soit touchée. Et donc on va en rester là. Si vous voulez, on peut aller boire un verre au bar en bas. C'est plus sympa que dans une salle de conférence, ceux qui veulent. On peut répondre encore un peu à vos questions si vous en avez d'autres particulières. Et puis voilà, on se met à disposition par la suite si vous avez besoin de détails. On va essayer... Si vous avez la volonté d'être factuel, on peut essayer de vous aider à l'être sans que vous interveniez pour notre cause, mais au moins que le citoyen ait accès à l'information de manière fiable. Oui. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais,